Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur Info Télévision, la dernière édition de la semaine, en ce vendredi 27 décembre 2024. De plus en plus, les Camerounais évoquent les prochaines consultations électorales, notamment à la présidentielle, qui devraient avoir lieu au mois d'octobre 2025. En cette fin d'année, comment faire pour avoir une élection transparente, équitable et acceptée de tous? C'est la grande préoccupation. Et depuis un certain temps, on entend les uns les autres s'exprimer sur la question. Monseigneur Cléda s'est exprimé également sur la question sur les antennes de Radio France Internationale. Il a donné sa vision, sa projection par rapport à cette élection qu'il souhaite, en tout cas, que le jeu démocratique soit accepté par les uns et les autres. Et les cas, mais sur le terrain, après la récente rencontre avec les partis politiques, une autre réflexion est menée autour de cet organe censé gérer les élections dans notre pays. On a connu avec la précédente structure ONEL 1, ONEL 2, et puis on est passé à ELECAM. Doit-on envisager passer à ELECAM 2? Que devrait-on améliorer si nécessaire pour avoir une structure capable de gérer des élections qui soient acceptées tous? C'est autour de cette thématique que nous allons échanger ce soir avec ceux de nos invités en studio, ceux des auditeurs de Capital FM qui nous écoutent en direct sur la bande de 102.8 FM en ce moment et qui peuvent également envoyer leurs messages sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, le 6 91 94 38 29, pour que les uns et les autres participent au jeu démocratique sur l'antenne démocratique d'Info TV et Le Grand Soir, qui est notre grande causerie. Permettez que nous accueillions, c'est la première fois qu'il est sur le plateau de Le Grand Soir, Hubert Etoundi, je vais commencer par dire journaliste de renom, panafricaniste reconnu au niveau national comme international. C'est un grand plaisir, Hubert, de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous tes millions de téléspectateurs au Cameroun et naturellement un peu partout à l'étranger. Merci pour les civilités et pour cette invitation. Et merci pour le rappel que vous avez fait. Donc, je suis là. Peut-être que cette invitation, c'est la première aujourd'hui. C'est la première, mais pas la dernière. Naturellement. On sera très honorés. Je salue vous, en fait, tous les employés, tous ceux qui travaillent avec vous, les téléspectateurs. Je suis là pour apporter la modeste contribution à ce jeu démocratique qui, en réalité, s'annonce très ardu. Les panafricanistes sont très à l'aise ces derniers temps. On voit comment ça bouge en Afrique, avec des courants nouveaux, des dirigeants nouveaux et des discours nouveaux. Quand nous commencions, vous connaissez certainement la trajectoire, quand nous commencions cette activité avec un concept que je ne veux pas évoquer ici, qui avait pour nom un nom retentissant. En 2009, on nous est traité d'aboyeurs. On nous vouait à la vindicte. Hein. Oui. En fait, tout le monde disait que non, vous n'allez pas faire le chemin. Mais le problème est le suivant, c'est que en réalité, il y avait un temps pour une domination, c'est-à-dire un certain nombre de dictatures, le néocolonialisme, mais il y a aussi maintenant un temps pour l'éveil du continent africain, parce que c'est ça dont il est question. Puisqu'en principe, tout ce que nous avons mis sur la table du débat panafricain en 2009, 2010, 2011 se justifie aujourd'hui, et même les Occidentaux eux-mêmes reconnaissent qu'il faut aller vers un monde multipolaire. Pourquoi? Parce que le monde unipolaire, unilatéral, avec un gendarme au sommet n'est plus possible. Et c'est pour ça que vous voyez donc que ça boue en Afrique, parce que les peuples africains aujourd'hui veulent se saisir de leur mémoire historique, veulent se saisir de leur identité, veulent se saisir de leur culture et veulent entrer dans l'échiquier mondial avec leur identité, en jouissant de leurs biens, de leurs richesses, de leurs atouts et en étant reconnus, pas comme des moindres hommes, mais comme ceux-là en réalité qui peuvent parler fort sur la place du monde et se faire entendre. Il n'y a pas une mendicité à cela, on ne commande rien, c'est-à-dire on dit les Africains ont été ceci, c'est une chose qui est reconnue historiquement par tous les scientifiques. Le berceau de l'humanité, le berceau des civilisations, c'est en Afrique.
Personne ne peut le contester. Aucun érudit dans le monde, aucun savant ne peut le contester. Nous ne sommes plus là. Le monde a évolué. On a vu la race hellène qui a pris la civilisation, qui est venue à un moment donné. Elle s'est établie. Elle a établi une hégémonie qu'on a appelée hégémonie occidentale. Et cette hégémonie aujourd'hui a déjà fait son temps. Elle est déclinante. Mais alors qu'elle est déclinante, les tenants de cette hégémonie ne veulent pas accepter qu'elle est déclinante et veulent toujours s'accrocher. Or, vous le savez très bien, le monde est cyclique. Il n'y a pas d'empire qui reste au sommet. Il y a la croissance d'un empire, l'apogée et le déclin. Et il faut souvent préparer le déclin. Or, le monde occidental n'est pas en train de vouloir préparer le déclin pour au moins aller dans ce qui est aujourd'hui, parce qu'on a appelé ça en géostratégie et même en géopolitique, la construction des blocs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en principe, le monde se refait, c'est-à-dire il se réécrit dans cette constitution des blocs et en réalité, plus dans le partage des intérêts où un maître vient s'asseoir sur la table, commence à couper le gâteau, donner la part à un autre, mais en fonction des souverainetés des peuples. D'accord. D'accord, vous voyez les panafricanistes, hein, ils fonctionnent comme ça. Dès que vous appuyez play, il n'arrête plus. Il va décliner justement toute la vision panafricaniste. Elle doit se fonder sur quoi pour que le courant réussisse? Pour que vous fassiez entendre, ne serait-ce qu'en Afrique, on doit s'appuyer sur quoi? On doit s'appuyer prioritairement et fondamentalement sur les peuples. Toute évolution qui ne s'appuie pas sur les peuples est une évolution qui ne peut pas faire long chemin. C'est vrai, vous savez, le monde a connu beaucoup de types de régimes. Les régimes théocratiques, les régimes dictatoriaux, ainsi de suite. Mais tout cela ont fait tout cela ont fait leur temps. Et aujourd'hui, la dynamique qui est celle qui, en réalité, arrange tous les peuples aujourd'hui, c'est que les peuples veulent exprimer leur desiderata, leur volonté, et il faut s'appuyer sur ces peuples. Et le bon dirigeant est donc celui qui, en réalité, fait une conjugaison entre sa vision du monde, sa vision politique et les aspirations du peuple. On ne va pas te demander de citer s'il y a des bons dirigeants dans ce sens-là sur le continent. On aura le temps de revenir sur ce plateau pour parler justement du panafricanisme, justement à la veille des échéances électorales qui s'annoncent au Cameroun et ailleurs. Permettez que nous accueillions Simon Metsenge. Lui, c'est un habitué de ce plateau, même si il a fallu faire beaucoup d'efforts pour nous retrouver, ce jour étant assez triste pour le Cameroun, pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir Simon. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir particulier effectivement au camarade ministre Bidou, qui a perdu son épouse. Je crois qu'elle va entamer ce jour la marche vers l'éternité. Je crois que sa dépouille sera à l'aéroport international en fin de soirée ou en début de soirée. Et certainement demain, va s'acheminer vers son village, ou du moins vers le village de l'adoption, par les liens sacrés du mariage. C'est vraiment quelque chose de dur, d'abord pour cette famille, mais également pour la famille du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mais davantage également pour le CERAC, parce que vous savez, elle était secrétaire générale de la fondation Chantal Biya. Elle était également un haut commis de l'État parce qu'elle était elle était chargée des missions à la présidence de la cabinet civil. Oui. Donc évidemment, c'est beaucoup. Elle est à la fleur de l'âge, pratiquement avant 60 ans. Donc vraiment, c'est triste et nous ne pouvons que lui souhaiter bon retour au pays de ses ancêtres. D'accord, on va vous proposer une série d'images. C'est le travail réalisé par un magistrat camerounais qui a recensé entre juillet et août 2024 un ensemble de disparitions au Cameroun. C'est pratiquement tous les âges qui sont concernés et il a pu rassembler des photos, les tranches d'âge, on va dire les régions où ont eu lieu ces différentes disparitions. Vous avez ce schéma par exemple qui s'affiche avec le nombre de disparitions qui ont été enregistrées à une période, pendant une période très courte. Vous avez également ce diagramme qui vous propose les régions les plus touchées, le littoral en jaune qui enregistre pratiquement 48% des disparitions
sur les 50 disparitions qui ont été enregistrées dans notre pays. Vous pouvez poursuivre avec d'autres éléments qui ont été proposés par cette étude qui ne répond peut-être pas fondamentalement aux causes de ces disparitions, mais qui montre avec photos, tranches d'âge et autres. Il s'agit là du travail réalisé par le magistrat Ulrich Xavier Ovono Ondoa sur la seule période de juillet à août 2024, un échantillon de la menace, près de 50 personnes disparues et le phénomène qui continue. Vous avez là des photos qui viennent d'ici et d'ailleurs, mais ça se passe au Cameroun. Presque toutes les régions sont touchées, même si on notera des taux pas du tout considérables, mais on voit également en bleu, ce sont les femmes, en orange, ce sont les hommes. Il y a plus de femmes qui sont portées disparues. Ce diagramme montre également les tranches d'âge des personnes disparues dans notre pays pendant cette période très courte, mais le nombre est très élevé, le travail de ce magistrat. Quelle lecture on peut avoir de ce travail qui s'affiche ainsi, de ce nombre de personnes disparues au Cameroun, Hubert? Alors, disparues, ça veut dire que... on ne les retrouve pas, on ne sait pas où elles sont parties. L'étude ne dit pas exactement s'il s'agit des cas d'enlèvement ou des fugues, mais lorsqu'on a les enfants de 3 ans qui sont concernés, un peu moins d'ailleurs, on peut se dire que c'est un peu de tout à la fois, mais ça fait quand même beaucoup pour une courte période dans notre pays. Non, ce travail qui est fait indique déjà ce que les autorités camerounaises ont pris en main aujourd'hui, c'est-à-dire la question de l'insécurité. Parce qu'un travail comme celui-là, portant les disparitions, j'ai vu là, il y a même un diagramme, il y a des répartitions qui sont faites, et le nombre que vous avez donné, ça indique naturellement qu'il y a une alerte maximale dans la question de l'insécurité. Parce qu'en réalité, comment ces personnes disparaissent, on peut interroger les circonstances. Est-ce que c'est un enfant qui est sorti, qui voulait aller acheter un pain, on a envoyé tel à une boutique et puis qu'on ne retrouve plus? Premier indicateur. Là, c'est peut-être pour les enfants. Et c'est un enfant qui rentre de l'école et puis maintenant il est lâché par son frère ou sa sœur, ainsi de suite, et qui disparaît. Et peut-être avant même de continuer, c'est que si ces disparitions ont des indices, c'est que ces personnes ont des familles. Absolument. Voilà. Et si ces personnes ont des familles, c'est qu'on devrait même aussi interroger. Moi, je prends le facteur de l'insécurité. C'est le facteur de l'insécurité. Et peut-être le facteur aussi, là, je veux prendre le facteur social, le facteur de la protection sociale. Parce qu'il y a ça, il y a le facteur de l'insécurité, mais aussi le facteur de la protection sociale. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on a l'impression que le lien social se disloque de plus en plus au Cameroun. C'est-à-dire qu'on peut même vivre dans une famille, les personnes se réveillent, les enfants ne disent pas bonjour à papa, oui, ne disent pas bonjour à maman. Ils prennent des destinations qui sont parfois inconnues, et parfois des destinations qui sont même arrangées à l'avance sans que les parents ne soit au courant de quoi que ce soit. Il y a aussi, toujours, je parle toujours de la protection sociale. Il y a aujourd'hui, j'ai fait une investigation pour voir un peu aujourd'hui quel est le degré d'instabilité qu'il y a dans les familles. Il y a un très grand degré d'instabilité dans les familles. Vous voyez, parce que aujourd'hui, comme les conditions économiques sont un peu difficiles, ça fait que dans les foyers, ça ne vit pas très bien. Même si on voit les gens dehors, ça ne vit pas très bien. Ça fait que vous pouvez avoir un homme et sa femme qui sont dans une maison. La femme sort, peut-être elle est fâchée, et puis maintenant elle sera emportée. Peut-être elle peut être même séquestrée. On a célébré, c'était le 9 décembre dernier, je crois, c'était le 9 décembre, la journée internationale des violences faites aux femmes. Vous voyez, on a parlé de, je crois, de 37% des violences faites aux femmes. Vous voyez, ces disparitions-là peuvent aussi être dans ces violences, parce que quand on exerce une violence, par exemple, sur une personne, la personne veut trouver refuge. Quand elle veut trouver refuge, il arrive que peut-être elle tombe dans des mauvaises mains et hop, c'est parti. Donc ça, c'est au plan pratiquement familial. Mais maintenant, au plan peut-être civil et administratif, j'ai aussi l'impression que
Bon, on dit beaucoup de choses contre le ministre Paul Atangandji, mais c'est quand même, il apparaît comme, il est le président du Conseil national de sécurité, mais il apparaît comme secrétaire général. Secrétaire permanent. Secrétaire permanent, merci pour ça. Mais il apparaît comme un lanceur d'alerte par rapport à l'étude que vous venez de montrer là. Parce que sa tonalité, sa dynamique de dire que non, ça ne va pas, ça ne va pas. Il y a insécurité. Il faut qu'on lutte pour qu'il y ait cette sécurité. Voilà. Ces cas qui sont là, qui sont très nombreux au cours de cette période de pratique. Juillet à août 2024. Juillet à août 2024 sont des éléments. On est en période de vacances. Entre juillet et août, oui. On est en période de vacances. Tout à fait. Voilà. Mais vous comprenez que donc c'est une période pratiquement où les enfants sont par-ci, sont par-là, il y a les championnats, il y a ceci, il y a des excursions, il y a. Et du coup, est-ce que cette période a bénéficié d'autant de protection telle qu'exigée par ce ministre-là? Je m'interroge seulement, je peux m'arrêter là. Premier jet, oui. Simon, vous avez vu ces différents diagrammes, ces schémas qui montrent le nombre de personnes disparues. C'est le travail d'un magistrat. Il est revêtu de tout le sérieux possible puisque le travail affiche même des photos avec des tranches d'âge et certains non. Vous avez des pourcentages en fonction des âges. Ceux entre 0 et 3 ans, c'est 7% de ces personnes disparues entre 0 et 3 ans. Vous avez entre 0 et 4 ans, 4%. Les enfants de 6 ans, 2%. Les enfants de 8 ans, 4%. 10 ans, 2%. Ça va un peu plus loin. 12 ans, on est déjà à 9%. 13 ans, ainsi de suite. Tous ces pourcentages sont donnés. Qu'est-ce qui peut justifier toutes ces disparitions? Déjà, dans votre premier diagramme, histogramme, je crois bien, on a noté que ces disparitions sont plus focalisées dans les villes de Douala et de Yaoundé qui occupent un fort pourcentage. De deux, on s'est rendu compte que la tranche d'âge qui est vulnérable dans cette étude-là, qui a été savamment faite par le magistrat camerounais, dont vous avez cité le nom, et donc il faut saluer la pertinence ici. On a noté que c'était des adolescents. Donc on est dans la tranche d'âge de 17 ans à descendre. Voilà. Donc, et c'était pendant les vacances. Justement, pendant ces vacances, on note donc effectivement que pendant que les enfants sont dans les écoles, ils sont plus sécurisés que lorsqu'ils sont en absence de l'école. Deuxièmement, on note que dans ce travail fait, on note que c'est pendant les vacances. Donc, évidemment, il y a ce problème-là. Cela relève deux types de causes. Le premier type, c'est la débrouillardise. La plupart des parents aujourd'hui, quand les enfants sont en vacances, souhaitent permettre, ou du moins demandent aux enfants d'aller se débrouiller pour trouver des petits moyens, quelque chose, les occuper, ainsi de suite. Parfois, on voit même souvent des enfants dans les rues à Yaoundé, à Douala, avec des petits assiettes sur des enfants de 12 ans, justement cette tranche d'âge-là. Et la plupart du temps, il peut y avoir des personnes malveillantes qui peuvent les happer, qui peuvent faire ceci, ainsi de suite. Et parfois, ce n'est pas bien. Même chose pour les enfants de 17 à 18 ans qui sont parfois portés vers des excursions et tout ce qui va avec. D'autres même, ce sont les églises malveillantes. Parce qu'on en parle justement. Et la semaine dernière, je crois une semaine, j'étais ici, je parlais de cette histoire où je disais c'est la menace qui vient des églises non conventionnelles, c'est-à-dire que non encadrées par l'État, est une menace bien plus grave que celle qu'on imagine. Parce que c'est la manipulation, c'est-à-dire qu'on peut manipuler les consciences, et c'est justement à cet âge-là que les enfants cherchent à prendre des repères. Et donc lorsqu'on se retrouve donc avec des gens qui vous disent qu'ils sont des pasteurs, qui vous disent des choses, ainsi de suite, ils peuvent amener vos enfants et aller les laisser n'importe où. Donc c'est le moment, c'est justement, cette étude doit nous rappeler, du moins faire une sonnette d'alarme, dans la mesure où il faut qu'aujourd'hui, il y ait un resserrement de la sécurité autour des enfants et davantage des enfants en période de puberté. Parce que justement, c'est la période la plus vulnérable du genre humain. C'est-à-dire cette période où la personne est en train de vouloir prendre ses repères d'adulte, ainsi de suite, ça va dans tous les sens. Et justement, que ce soit l'État, que ce soit la famille ou même la société civile et autres doivent prendre ce qui a été fait en considération et essayer de travailler autour de telle sorte qu'on se retrouve, on essaie de réduire ces taux qui sont, à mon sens, alarmants en un mois. Donc pendant les vacances, on se retrouve avec
il a pris un échantillon. C'est-à-dire qu'on aurait pu élargir le spectre pour se rendre compte que la situation est inquiétante et qu'il faut sincèrement mettre tous les moyens en jeu et que tous les acteurs de la protection de l'enfance se mettent ensemble pour que, évidemment, ces enfants soient mieux protégés que pour le moment. Alors, sur la protection de l'enfant, mettre ensemble tous les acteurs, est-ce que ce n'est pas également là le résultat de ce que Hubert indiquait tantôt? Il y a une défissuration, on va dire quoi? Le tissu social n'est plus ce qu'il était par le passé, où l'enfant appartenait à tout le monde. On est un peu de chacun pour soi, où personne ne veille sur l'enfant du voisin, du cousin ou de la sœur. Non, le confrère Hubert a parlé bien avant dans son premier propos de globalisation. C'est que ça aussi sont les conséquences de la globalisation. Les pays africains, davantage du Cameroun, sont ouverts au reste du monde à travers le téléphone, à travers Internet, à travers tout ce qu'on peut imaginer. Et justement, il y a donc ce choc de culture qui fait que ce qu'on avait hier, cette culture qu'on avait hier, aujourd'hui on ne peut plus l'avoir. Tenez par exemple en 1990, 91, on avait une seule télévision. C'était même un luxe d'avoir la télé. Et maintenant on en a seulement au Cameroun une cinquantaine. Quand on s'ouvre au monde alors c'est très grave. Et donc tout cela c'est un brassage, c'est un choc de culture et ça peut générer cela, c'est-à-dire que ça affecte l'entité fondamentale de la société. Vous savez vous rendre aujourd'hui compte que hier, vous parlez à votre femme, elle baissait la tête. Aujourd'hui, elle vous regarde et elle vous dit, bon, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un peu ça. Donc, et même chose pour le cas des enfants. D'ailleurs, on vous dit les droits de l'enfant, vous ne pouvez plus punir l'enfant comme ça, on interdit le fouet, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que l'enfant naît avec un certain libertinage qui commence au niveau de la nouvelle famille et qui va s'étendre même dans la société. Et justement, c'est aussi le moment. Et évidemment, de revoir, c'est-à-dire que de revoir notre ouverture au monde. Est-ce que ça nous sied vraiment? Parce que sinon, parce que tout cela aujourd'hui, tout ce qui va avec cette mode-là, ainsi de suite, tout ce qu'on voit aujourd'hui, cet esprit qui frise maintenant le libertinage, les conséquences sont là. Je crois qu'il faut faire le point. Il faut faire le point avec les ministères sectoriels qui s'occupent de cela, notamment le ministère de je crois de la famille, la promotion de la femme et la promotion de la famille et de la femme. Ce sont des cas qui peuvent bien l'intéresser, de telle sorte qu'on se rende effectivement compte que est-ce que la configuration de la famille camerounaise aujourd'hui n'est pas à l'origine de ce qu'on commence à voir. On parle de disparition, on parle même de beaucoup de tares, de beaucoup d'orientations qui ne sied plus à nos us et coutumes. Je crois que le débat est là. Il faut effectivement le prendre au sérieux. D'accord. Comment est-ce qu'on peut imaginer la destination de tous ces enfants qui sont enlevés? Parce que pour la plupart, c'est des enfants. Est-ce que c'est des trafics divers? Est-ce que c'est des rites et autres éléments mystiques qu'on a souvent connus dans notre pays? Simon a parlé de la globalisation, mais je pense que en réalité, la globalisation n'est même pas nouvelle. C'est en principe la tendance occidentale qui tend à la rendre nouvelle. Parce que vous savez que le chantre même de la globalisation de manière scientifique, c'est M. Senghor. Parce que quand il parle du rendez-vous du donner et du recevoir, c'est en réalité l'espace planétaire globalisé qu'il a convoqué. Mais maintenant, en réalité, par rapport à ce que Simon a dit, c'est que c'est comme si au sud, dans nos pays, on doit faire des ouvertures, c'est-à-dire on doit ouvrir, on doit aller à volo, à la volonté de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on doit extravertir tout, l'économie étant déjà, je vous fais suivre le regard, étant déjà extraverti, il faut aussi que même nos valeurs humaines, même nos valeurs culturelles, même nos valeurs ancestrales soient aussi extraverties. Donc à ce niveau-là, c'est là où les panafricanistes, je convoque cela maintenant, c'est là où les panafricanistes disent il y a un risque de disparition parce que si nous partons dans ce sens-là, nous allons certainement disparaître parce que nous allons nous noyer, en fait, nous allons nous diluer dans la culture des autres. Ce qui fait donc, et je reviens là à votre question en ce moment-là, il faut convoquer en réalité les règles de protection.
Il faut, comme par exemple au niveau civil au Cameroun, il y a un système de protection, hein, un système de protection civile qui fonctionne. Donc au niveau social, par exemple, avec les enfants, et je ne savais pas qu'on va aborder ça, j'aurais amené, j'aurais feuilleté un peu ce reportage que j'ai reçu hier, une alerte au Cameroun où en réalité il y a une trentaine, une quarantaine de filles qui doivent être transportées au Liban. Oui, Bon, le lanceur d'alerte, en fait, l'information, je suis en train de recouper, hein, ça dit, mais il y a quelque chose de fondé. Ça veut dire que... C'est un phénomène qui est connu. Voilà. Les jeunes filles de 17, 17 ans, voilà, qui vont vers le Liban. Qu'ils étaient 30 ou une quarantaine déjà rassemblés avec la destination pour le Liban et qu'il fallait tout faire pour stopper la personne qui, en réalité, ou le groupe de personnes qui les amènent. Et j'arrive donc en profondeur même avec ce que vous avez posé comme question. Il y a ce qu'on appelle dans l'industrie internationale le trafic. Oui. Vous n'ignorez pas l'affaire de l'âge de Zoué. L'âge de Zoué, c'était un trafic à ciel ouvert qu'on a voulu cacher sur le fait qu'on veut aider des enfants, des jeunes filles de cette tranche d'âge que nous avons là. Donc aujourd'hui, et d'ailleurs, je reviens pour peut-être sortir avec ça, je reviens parce que vous dites que est-ce que c'est un trafic ou alors c'est une vente? C'est une commercialisation, un trafic. Et moi, j'encourage aujourd'hui le ministre Atangandji. Pourquoi? Parce que les associations, je ne suis pas venu ici pour accuser les associations. Non, c'est l'analyse qu'on fait. Il faut qu'on se comprenne. Les associations qui sont dites des associations étrangères ont ces réseaux-là, c'est-à-dire que fonctionnent avec des réseaux de trafic de drogue, de trafic de sexe, de trafic d'enfants. Et ça, c'est des choses qu'il faut contrôler. Cette étude, en réalité, devait être donnée aux services de sécurité, aux services, en réalité, de la protection du territoire, pour qu'on essaie de voir les pistes, en réalité, de sortie possibles et les acteurs qui ont pratiquement fait disparaître ou alors déporter ces jeunes-là. Alors, pour accueillir justement le président Dieudonné Somba à Temengue qui nous retrouve, président national du PDCC, on entrera dans les détails tout à l'heure. Vous arrivez au moment où la rédaction va afficher encore cette étude qui est réalisée par le magistrat Ulrich Xavier Ovono Ondua sur la seule période de juillet à août 2024 qui signale une cinquantaine de jeunes Camerounais portés disparus. On voit ce diagramme qui affiche le nombre de femmes plus élevé que les hommes. On a pratiquement toutes les tranches d'âge, les 3 ans, les 4 ans, les 6 ans, les 7 ans, les 8 ans, un peu plus. On a également des photos de ces jeunes ces enfants qui sont portés disparus. Un travail de fond qui est réalisé dans une courte période de juillet à août 2024 pour dire qu'il y a un problème. Lorsque vous regardez cela, Monsieur le Président, quel est votre commentaire, votre regard? C'est très choquant. Déjà, merci pour l'invitation. Et je m'excuse pour le retard. J'ai eu quelques difficultés mécaniques, mais bon, je pense que le temps restant... L'essentiel, vous êtes là. Oui, nous sommes là. Bon, je dis, l'image est très choquante. Hein, c'est très choquant, mais je pense que ça doit davantage interpeller nos dirigeants. Et nous pensons que ce phénomène, c'est vrai, est dû au fait que les gens pensent trouver le meilleur ailleurs. Mais je pense que davantage, nos autorités, quand on regarde le pays comme le Liban, généralement, ils ne vont pas des canaux normaux, hein, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas par le... Ils ne bosent pas, ils ne prennent pas la mer ou le désert. Le désert ou la mer. Ça voudrait dire qu'il faudrait que nos autorités compétentes en la matière puissent davantage... D'accord, mais là, lorsqu'on regarde les enfants de 3 ans, 4 ans, est-ce qu'il ne faut pas redouter un trafic qui est en train de s'installer au Cameroun? Bon, trafic, est-ce qu'on va dire que les enfants de 3 ans, 4 ans qui se retrouvent... Il y a la vente des bébés, par exemple. Dans ce trafic-là, ce sont les enfants qu'on nous vole, donc on apprend régulièrement ici qu'on vole. Est-ce que ce ne sont pas les parents eux-mêmes qui font ce commerce-là? Et il y a quand même une crise, hein. C'est une réalité, il y a une crise de civilité quand même au pays. Je disais ça sur une chaîne concurrente il y a environ 8 mois, au Cameroun ici, que nous remarquons que de plus en plus, la moralité fout un peu le camp au Cameroun.
Et ça fout le camp certainement parce que des mesures drastiques ne sont pas prises. Je prends un exemple, bien que certaines organisations de défense des droits de l'homme souvent trouvent que je suis souvent dur. Quand on apprend qu'un monsieur a éventré ou égorgé un autre être humain comme lui, et qu'on l'arrête, on dit après qu'il va faire 10 ans, 15 ans, 30 ans. Il y a quand même des crimes, je veux dire des infractions. Quand on t'arrête et que tu as fait ça, vraiment, on doit t'abattre. On doit être dur. On doit être dur. Dans l'application de la loi. Sommairement. Dans l'application de la loi. Oui, la loi a tout prévu. Oui, mais peut-être que c'est vos mots qu'on n'accepte pas, mais la loi a tout prévu jusqu'à la peine de mort, qui est encore en vigueur au Cameroun. Exercer effectivement cette peine de mort. Parce que quand ils se retrouvent à la prison, dans nos prisons, avec... à nos frais, avec des prisonniers lambda, ça fait que quelqu'un peut se dire qu'il peut commettre ce genre de crimes et vivre... Alors, les statistiques disent quand même, en tout cas les informations disent que le Cameroun est un pays de transit, même des trafics d'êtres humains, on est ouvert à la mer, ainsi de suite. Est-ce qu'il ne faudrait pas appeler à plus de vigilance avec ce qui se passe? Est-ce qu'il faudrait plus inscrire cette affaire? Parce que lorsque vous regardez les médias et quand vous parlez d'un enfant disparu, on inscrit souvent ça dans les faits divers. Et parfois, ça peut faire rire dès qu'on l'inscrit dans la rubrique des faits divers, mais les faits sont beaucoup plus graves que ça. En fait, il y a la culture de la sécurité qu'il faut davantage promouvoir au Cameroun. Parce que certaines personnes croient que la sécurité incombe seulement à l'autorité administrative. Non, la sécurité incombe à tout le monde. C'est-à-dire que toute personne vivant au Cameroun doit s'intéresser, doit aider davantage à construire une meilleure sécurité des biens et des personnes. C'est pour cela que justement, je n'aime pas ce discours qui est tenu par les uns et les autres, qui tiennent toujours compte, qui veut toujours mettre l'autorité devant tout. Oui, on va nous dire, oui, c'est l'État qui doit faire ça. Mais il faut noter qu'à la base de tout État, il y a un peuple. Il y a chaque entité. On dit que l'entité fondamentale d'une société, c'est une famille. Donc, il faut construire cette idée de sécurité autour. Moi, je vois par exemple dans des quartiers, vous voyez quelqu'un qui pose des actes malveillants et on n'a pas envie d'aller dénoncer. On se dit, ah, c'est son problème. C'est pas bien. Vous voyez quelqu'un dans une société qui arrache le sac d'une femme, ainsi de suite. On dit, non, c'est son problème, ainsi de suite. Parce que justement, on ne sait pas que la sécurité des uns et des autres incombe à chacun d'entre nous. Et c'est parce que ça incombe à chacun d'entre nous que nous avons le devoir de dénoncer. Et ce n'est qu'en dénonçant que ces éléments doivent intéresser les opérationnels de la sécurité qui sont la gendarmerie et la police. Il faut donc que, à partir de cette enquête qui est faite, que nous renforcions tous la sécurité autour. Sécurité veut dire que nous devons dénoncer tout. Dans certains pays, dès qu'on vous voit, même si on se rend compte que vous n'êtes pas du quartier, on essaie de dénoncer qu'il y a quelqu'un qui vit là, qui n'est pas du quartier. Mais parfois, on voit quelqu'un qu'on ne voit jamais, rôder là tout autour, on ne dit rien. Parfois, il joue avec les enfants, parfois, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je crois que ces enquêtes qui sont faites là et qui sont relayées par des médias sérieux comme Info TV, doivent permettre aux uns aux autres de renforcer chacun à son niveau la sécurité autour de sa communauté et son environnement. Ce n'est que comme ça que les forces de sécurité vont travailler en toute aisance et vont mieux porter ce problème ou du moins vont mieux solutionner le problème. Donc ce travail du magistrat Ovono montre que le danger rôde au quotidien. Bonsoir, Gigi, je souscris entièrement à la thèse du panafricaniste Etoundi et d'ajouter qu'il y a beaucoup de légèreté sur nos frontières. Les hommes en tenue de ce côté-là se contentent tout simplement de quelques billets de 1000 francs et laissent passer parfois des cargaisons d'armes à feu et même des individus sans la moindre pièce d'identification. Conséquence, l'insécurité dans le territoire, les enlèvements d'enfants et même les autorités, à l'instar du sous-préfet, raptent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a quelques jours, Ernest Zambo, depuis Ekouno, qui participe justement à ces échanges, puisque nous accueillons en ce moment Paul Stéphane Mununga, qui est politologue. Merci Paul Stéphane de nous retrouver.
Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs et internautes d'Info TV. Toutes mes excuses pour le léger retard. Bien, vous arrivez pendant qu'on est en pleine mise en bouche et le sujet n'est pas facile à avaler. Il ne s'avale pas du tout. On parle de ces 50 personnes portées disparues au Cameroun entre juillet et août. C'est l'étude d'un magistrat qui a été rendue publique. Vous verrez que le travail est profond avec photos, tranches d'âge et même les régions les plus touchées. Le littoral est au sommet de ces enfants dont la majorité âgée entre 17 et 3 ans qui sont portés disparus. On ne sait pas trop comment ni pourquoi, mais quel est le regard que le politologue jette sur cette affaire? De quoi s'agit-il? Tant de personnes disparues en une très courte période pendant les vacances de juillet à août dernier. Non, quand vous faites une analyse, vous vous rendez simplement compte qu'il y a un but lucratif derrière les disparitions des personnes qu'on observe. Et je me rappelle que ce matin, c'est comme si vous avez lu dans une boule de cristal. Je causais avec une collègue qui me disait que mais finalement au Cameroun, il n'y a plus de périodes de disparition. Avant, on pensait que c'est quand il y avait les fêtes. Mais on se rend compte aujourd'hui que qui est les fêtes ou pas, les gens disparaissent. Et peu importe la tranche d'âge, on se rend compte aujourd'hui que les gens disparaissent. Ça pose un problème profond, un problème qui nous amène à questionner les appareils de l'État. Parce que j'ai suivi le grand frère Simon Metingue déroulé. J'ai été d'accord avec une partie de son déroulé. Mais je ne suis pas d'accord avec une autre partie parce qu'il faut savoir que l'État fonctionne avec les appareils. Il y a ce qu'on appelle les appareils répressifs de l'État. Et d'un autre côté, les appareils idéologiques. On peut intégrer justement les citoyens dans les appareils idéologiques. Mais sauf que vous allez vous rendre compte que le problème d'insécurité au Cameroun est consubstantiel au fait que les appareils répressifs de l'État sont hyper corrompus et en conséquence ne fonctionnent pas normalement. Quels sont les appareils répressifs de l'État? C'est la police, c'est la gendarmerie, c'est la justice, c'est l'administration. Prenez les 10 derniers rapports de la CONAC. Vous allez vous rendre compte que les institutions que je viens de citer sont classées parmi les institutions les plus corrompues du Cameroun. Et la particularité des rapports de la CONAC, c'est que ce sont les citoyens eux-mêmes qui votent les institutions les plus corrompues. Ça veut dire que la CONAC n'invente rien. Quand la CONAC publie un rapport, c'est le ressenti du Camerounais. Ça veut dire que quoi? C'est bien, il a évoqué que la sécurité, elle est collective. Quand je vais aller dénoncer mon voisin au quartier et qui a beaucoup d'argent, on va aller l'entendre. Et comme il a beaucoup d'argent et comme nos institutions sont corrompues, on va finir de l'entendre, il va revenir au quartier. Moi, je serai plutôt en insécurité. Oui. C'est ça le véritable problème. C'est pour ça que le citoyen, en réalité, a peur de participer à l'aspect collectif de la sécurité parce que les appareils qui sont censés protéger le citoyen dérégulent au lieu de réguler. Et je sors avec cette citation du politologue russe qui disait que dans un pays, quand la justice est corrompue, tout est permis. Et quand vous prenez les rapports de la CONAC, j'ai dit prenez les 10 derniers rapports de la CONAC, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, la justice est citée dans le top 5 des institutions les plus corrompues du Cameroun. Et c'est très grave parce que ça veut dire qu'au lieu de rendre justice, la justice rend l'injustice. Là, vous êtes un peu d'accord sur l'aspect de la corruption avec celui qui nous a écrit Ernest Zambo depuis Kounou, qui pense qu'au niveau des frontières, par exemple, la surveillance est zéro. Vous donnez un peu de biais, vous passez. Et là, c'est dans les cas où les enlèvements seraient perpétrés par, j'allais dire, les bandits, ainsi de suite. Mais vous avez évoqué également nos comportements, la recherche de l'argent, tel qu'on le voit dans les films de Nollywood et consorts. On vend nos propres enfants de plus en plus dans nos quartiers. Il faut également le dire. Non, moi je dis que c'est clair. Hein. Les enfants, les Camerounais qu'on retrouve au Liban, je l'ai dit d'emblée, passent par des voies normales pour arriver, c'est-à-dire qu'ils ne traversent pas par la Méditerranée. Nos autorités, je le réitère, doivent accentuer des mesures, doivent mettre des mesures drastiques pour l'obtention des visas et autres. Comment on va comprendre qu'un enfant de 3 ans se retrouve au Liban, parti du Cameroun, par une voie normale? Qu'est-ce qui a pu justifier qu'il se retrouve là-bas? On va bien beau dire que les autorités... D'accord, les autorités, mais celui qui vend d'abord son enfant est un problème. De plus en plus, il y a ce courant-là, les gens qui veulent se faire de l'argent. Je ne pense même pas que les Camerounais, peut-être qu'ils vendent, mais je ne pense pas qu'un homme normal peut vendre son enfant. Mais si vous l'envoyez au Liban, si vous l'envoyez au Liban, c'est que vous l'avez vendu. Un enfant de 3 ans, vous n'avez pas envoyé votre fils de 3 ans au Liban. Moi, je pense qu'il faudrait davantage accentuer des mesures drastiques au niveau de nos services consulaires et
que la gendarmerie, la police puissent davantage ouvrir comment on appelle ça, des unités dans nos... Et puis faire des patrouilles. Dernièrement, j'étais à Douala, quelqu'un me disait que avant la période, le mouvement des microbes à Douala, c'était très difficile de voir une patrouille mixte de gendarmerie à Douala. Mais on dit que depuis un certain temps, depuis environ 2 mois, ces patrouilles de gendarmerie, de police font peur. Ça dissuade c'est bien beau de dire que les citoyens, c'est la sécurité, c'est l'affaire collective, mais il faudrait davantage que les services ou les autorités compétentes qui ont la charge de le faire puissent davantage trouver des mécanismes plus appropriés pour notre sécurité. Mais il y a l'aspect moral qui a été évoqué tout à l'heure. Le président Dieudonné ne veut pas évoquer l'aspect moral. Nous qui voulons forcément gagner de l'argent à tout prix et qui, parfois, livrons les nôtres. Oui, Jean-Jacques, il y a quelque chose qui ne peut pas passer sur ce plateau lorsqu'on veut nous faire comprendre que nos systèmes de sécurité et de justice et de sécurité sont hyper corrompus. Vous savez, la CONAC fait un rapport. Il fait un rapport et il vous dit, voilà, les ministères, ou du moins en fonction des ministères, là où la corruption est plus, où elle est inquiétante. Cela ne veut pas dire que c'est-à-dire on va jeter le système sécuritaire du Cameroun à la vindicte populaire. Ce qui est très grave. C'est très grave parce que la population constitue un maillon crucial dans la sécurité parce que c'est lui qui apporte le renseignement. Donc si vous coupez, c'est en faisant comprendre que donc, parce qu'on déjà, on manque à notre devoir. C'est un devoir de dénoncer. Sinon, c'est-à-dire que j'entends souvent les juristes parler de non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui est en danger, vous dites que non, on ne va pas aller dénoncer. Sauf que dénoncer vous met plutôt en danger. Non. Lorsque vous conduisez quelqu'un à la brigade, c'est ce qu'on dit dans les quartiers. La personne arrive même à la maison avant vous. C'est ce qu'on dit dans les quartiers. Et c'est justement ces expressions populaires-là qui rendent la situation que nous dénonçons aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes aussi responsables de ce qui se passe là. On dit on laisse. Parce que le gendarme qui est assis là-bas viendra dans ma tête et connaître l'information que j'ai. Ce n'est pas possible, c'est de l'irresponsabilité citoyenne. Vous ne pouvez pas, dans un pays où vous êtes citoyen, voir quelque chose qui ne va pas, au lieu d'aller vers les services compétents, vous dites que non, c'est parce que. Non, c'est pas possible. Des représailles. Il faut qu'on soit honnête envers nous-mêmes. On ne peut pas manquer à nos devoirs et demander aux autres de faire le leur. Si vous voyez quelque chose qui ne va pas, vous avez l'obligation, sans réserve, d'aller dénoncer. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ce n'est que comme ça. Vous croyez que les pays européens et autres, où il y a un minimum de sécurité, c'est parce que le citoyen connaît d'abord son devoir. Il sait que... Mais parce que le citoyen est mis en confiance. Non. Mais vous avez quand même une rupture de confiance entre ces éléments répressifs de l'État et le citoyen. Cette rupture naît des on-dit. Cette rupture naît des on-dit. Ah, vous aurez le témoignage tout à l'heure. Parce les gens qui vous disent que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais ils vous disent ça, non? Mais vous avez aussi donné la parole aux agents de sécurité et de défense. Ils vous diront le contraire. Ils vous diront le contraire. Ils vous disent que ce sont les citoyens même qui retiennent l'information. Ils vous le disent. Puisque moi, je vous ai pris un cas de figure en 2015 où un agent de police qui n'était même plus dans l'exercice des fonctions a accepté de mourir pour sauver une masse. Vous croyez que ces formations qu'on leur donne, ce n'est pas pour rien. Vous avez vu Mvogo à Boya. Ces gens sont très bien formés. Mais arrêtons parfois avec les on-dit. Faisons notre devoir. Notre devoir est celui de dénoncer ce qui ne va pas. On est sur le devoir moral. Alors dénoncer. Hubert, l'aspect moral. C'est bien beau de convoquer la vigilance et la mise en branle des services de sécurité, mais les fissures partent de notre moralité, puisque nous voulons gagner de l'argent à tout prix. Et nous savons comment jongler les structures compétentes pour placer nos enfants, pour placer les nôtres. Je crois que dans ce que nous sommes en train de dire, il y a des réalités qui sont empiriques et qui sont constatables et qui sont traçables. Parce que le plus souvent, comment il s'appelle, le magistrat qui a fait cette étude, Ovono, c'est une très bonne étude. Et surtout qu'il a situé ça. Il y a tranche d'âge, il y a période et
il y a la localisation des deux villes. Donc, il n'est pas totalement exclu de constater que le tissu social camerounais est exagérément corrompu. Il faut le dire. Quand on le dit, on n'a pas péché. Il est corrompu. Moi, je prends 2 cas de figure parce que je veux parler et de l'administration et du peuple. Je prends 2 cas de figure. Je mène un petit contrôle dans le pays, c'est-à-dire j'essaie de contrôler un certain nombre de choses. Je suis avec un camionneur qui charge du bois et ainsi de suite. Il amène du centre vers l'ouest. Mais le monsieur, en fait, parce que je devais m'acquitter du devoir de lui verser sa somme d'argent au départ. Mais il me dit non, je veux faire la monnaie, la petite monnaie. Je n'ai rien compris. Bon. Et c'est à l'arrivée que je comprends que toute la petite monnaie que le camionneur a fait est passée par les mailles de tout le circuit. Je n'aime pas dénoncer les gens, mais je le dis de manière factuelle parce que je l'ai vécu. Que c'est passé dans les mailles de tous les postes qu'on a, postes de police, gendarmerie, mixte et tout ça, où on est passé. Là, je lui ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, mais nous sommes contraints. Est-ce que vous ne pouvez pas refuser? Il dit, ben, si on refuse, est-ce que je vais convoyer comme je vous ai convoyé là? Et maintenant, je lui dis, ben, peut-être vous-même vous êtes aussi en situation. Est-ce que vous avez... En fait, j'ai été obligé qu'il me montre ses papiers. C'est-à-dire que c'est papiers, assurance, machin, truc de véhicule. Mais j'ai constaté qu'il n'avait pas. Bon, alors... Qu'est-ce que je conclus par rapport au politologue et à Simon tout à l'heure? Je conclus qu'en réalité, il y a une complicité qui s'est établie. C'est pour ça que je vous ai parlé de la dislocation du lien social et des valeurs fondamentales qui structurent l'équilibre d'une société en posture de justice. C'est-à-dire qui, en réalité, vacille d'un côté comme de l'autre. Alors, en fait, moi, je pourrais aller vers la solution. Allons-y. La solution, c'est qu'en réalité, l'État, comme disait le politologue tout à l'heure, là, je n'ai pas son nom, mais l'État doit réguler. Parce que si l'État ne régule pas, mais on est fini. Vous savez, on ne va pas quand même rappeler les connaissances ici et l'histoire ici. On part quand même de l'état de nature pour arriver à un état de droit, à un état civilisé, à un état... Mais si l'État, si le pouvoir de régulation de l'État, parce qu'avec Montesquieu, Rousseau, on part de la nature, du sauvage pour arriver à un état civilisé. Si l'État ne régule pas, attends, on retombe dans... L'État doit réguler même nos moralités. Non, j'ai dit ceci. L'État doit réguler par ses outils. En fait, les outils qui sont les hommes, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans un circuit, par exemple, je vous ai pris la police, là je prends la gendarmerie et autres, il faut qu'il y ait des enquêtes, des contre-enquêtes permanentes. Hein? Qui sont de nature même à inquiéter, c'est-à-dire si vous envoyez des gens sur le terrain, vous ne les envoyez pas pour prendre l'argent dans les poches des gens, c'est-à-dire vous êtes peut-être un commissaire, mais il faut donc que l'État mette des contre-actions qui sont de nature à inquiéter, parce que la moralité dont vous parlez, la mentalité dont vous parlez, l'homme, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est Simon qui disait ça, que le fouet a disparu. Mais quand il n'y a pas le fouet, l'homme devient, il fait tout ce qu'il peut faire. Donc un peu de fouet. Il faut instaurer ce système-là de peur. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec lui. L'État doit réguler, taper même la main sur la table quand un rapport comme celui de la CONAC sort. Et maintenant, je termine en parlant des populations. Les populations doivent aussi... Parce que, en réalité, si nous sommes dans un état de droit, nous sommes sujets de droit dont nous devons respecter les lois. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir ton panel. La thématique de ce soir est particulièrement intéressante. La disparition, et particulièrement la disparition des mineurs, est une question importante qui touche beaucoup de pays dans le monde, en Europe, en Asie, dans les Amériques et en Afrique, malheureusement. Les mécanismes
de signalement dans nos pays en Afrique et au Cameroun ne sont très connus de nos populations et s'ils existent. Voyez-vous, en France, on a plus de 40 000 cas de disparition de mineurs par an. En Allemagne, plus de 100 000 par an. Aux États-Unis, plus de 450 000. Il y a nécessairement un impératif pour notre pays de mettre en place des mécanismes de signalement s'il n'existe pas ou de sensibiliser les populations s'il en existe. Calice Talon, depuis Yaoundé. Bonsoir. Message en train de faire une analyse complètement hors sujet. Je ne sais pas tout de quoi il s'agit. Combien de fois des grands bandits livrés aux forces de l'ordre par la population se retrouvent dehors quelques jours après en promettant des mesures de rétorsion à ceux-mêmes qui les ont dénoncés. Il faut qu'on revoie de fond en comble les méthodes de sélection et de formation de nos forces de l'ordre. Jackson, depuis Yaoundé, qui parle également de dénonciation. La réponse est claire, celle qui a été donnée par Simon tout à l'heure. Bonjour, monsieur. Pourquoi y a-t-il beaucoup de présidents des partis politiques dont les... Qu'est-ce que tu as avec les présidents des partis politiques? On a plus de 360 partis politiques dans notre pays. Mais pour parler justement de la participation des uns des autres au système de défense et nos complicités, peut-être qu'on n'est pas toujours conscient. Vous prenez un véhicule qui vous transporte de Bertois à Yaoundé. À chaque poste de contrôle, vous voyez qu'il y a un monsieur qui vous dit même qu'il est centrafricain, mais il n'a aucune pièce d'identité. Qu'est-ce que les passagers font? Ils disent au chauffeur que vraiment laisse-le. Il souffre chez lui et à la guerre. Laisse-le partir à Yaoundé. Et nous mettons à soutenir un monsieur qui n'a pas été identifié du tout jusqu'à Yaoundé. Personne ne sait s'il est effectivement ce qu'il dit et ce qu'il vient faire à Yaoundé. Mais nous laissons faire. On dit vraiment, on prend 1000 francs, laisse-le passer s'il est malheureux, et ainsi de suite. On a quand même des responsabilités qu'on ne joue pas à fond. Nous, les populations. J'ai envie de dire que accuser les populations, ce n'est pas être très sérieux quand on va dans le contrat social. Parce qu'en réalité... Mais les dédouaner également, totalement. Je ne suis pas en train de les dédouaner. Je vais vous montrer à quel niveau l'État est responsable. Pourquoi je dis que c'est l'État? Parce que quand je parle de l'État ici, c'est l'État au sens restrictif, au sens de Max Weber, c'est-à-dire le gouvernement. Oui. L'État est responsable ici, pourquoi? Parce que quand on va dans le contrat social, on lui délègue notre pouvoir pour qu'il régule notre société. Et il régule au travers des instruments. Ça veut dire que le policier qui doit faire son travail n'est pas là pour écouter la population. Si tu n'as pas de CNI, tu descends. Et on applique la réglementation en vigueur. Ce n'est pas le citoyen lambda qui n'est pas dépositaire d'un pouvoir qui doit venir faire le travail de celui qui a le pouvoir. Je suis désolé. C'est pour ça qu'on sort de l'état de nature, parce qu'à l'état de nature, chacun veut faire ce qu'il veut. On va donc dans le contrat social pour qu'on ait une norme qui régule notre société et que chacun se plie à cette norme, que ça vous plaise ou pas. C'est pour ça qu'on dit que la loi, elle est générale et impersonnelle. Donc, il faudrait que les institutions, justement, qui doivent réguler, continuent de réguler, parce que dans un état où on ne régule pas, justement, on tombe dans l'anarchie. Et je vais sortir en disant que ce n'est pas la qualité de la formation des forces de défense ou de l'administration qui est mise ici en cause. Parce que le problème est plus profond. Quand on rentre dans les questions de corruption, on va questionner même le pouvoir d'achat de ceux qui sont censés incarner cette administration. On va questionner même le niveau de vie. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de formation, mais un problème peut-être de relèvement du niveau de vie. Parce qu'il y a un philosophe qui disait « Un minimum de bien-être matériel est nécessaire pour la pratique de la vertu. » Vous voulez dire que le policier qui aujourd'hui est au cœur de la corruption, peut-être parce qu'il ne touche pas un salaire conséquent. Je vais vous prendre un exemple. Un policier qui gagne 120 000 francs à la fin du mois et qui est dans les cotisations de 100 000 francs, il prend les 100 000 pour cotiser à la fin du mois. Si ce n'est pas la corruption, parce que son salaire ne peut pas lui permettre d'avoir une cotisation de 100 000. Il y a plusieurs études qui ont été menées avec des faits qui démontrent qu'en réalité, la corruption au Cameroun est un mécanisme de régulation qui permet justement à l'État de continuer à fonctionner et d'éviter les meurtres sociaux. Pourquoi? Parce que l'État est incapable, dans l'approche fonctionnaliste, l'État laisse faire pour éviter des tensions sociales. Justement, la corruption devient donc ce mécanisme qui permet d'éviter les tensions sociales. L'État a besoin de la corruption. La corruption est utile au système actuel parce que la corruption permet justement d'endiguer les questions sociales. Parce que imaginez-vous quelqu'un qui avait en 92 300 000 francs
Et un matin, il se retrouve avec 100 000 francs, mais il doit continuer à vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser la petite corruption lui permettre de retrouver les 200 000 francs qu'on a coupés dans son salaire. Mais sauf qu'à la fin, c'est le pauvre qui paye le prix. Et vous avez évoqué un aspect qui est très important, parce que tout ça retrouve la pauvreté. Le parent aujourd'hui qui est capable de donner son enfant pour qu'il aille à Dubaï, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Ça, on n'évoque pas ça. Parce que la pauvreté, parce qu'il y a deux types de pauvreté. Il y a la pauvreté subjective et il y a la pauvreté objective. Et j'ai envie de vous dire que la pauvreté objective, c'est-à-dire la pauvreté du matériel, peut vous rendre même spirituellement pauvre. Parce que quand vous avez faim, parfois, vous perdez même vos valeurs. C'est pour ça qu'on peut se retrouver justement avec des gens qui deviennent des complices de kidnapping. On peut se retrouver même avec des parents et des cousins qui deviennent des complices de kidnapping. Pourquoi? Parce que la pauvreté matérielle a entamé son moral et il est devenu spirituellement pauvre. La pauvreté matérielle et la corruption. Simon voulait réagir là-dessus. Oui, j'ai suivi Stéphane parler de contrat social. Dans le contrat social, qui vous dit que le citoyen n'est pas un membre de ce contrat? Dans ce contrat, il y a des droits et des devoirs. Quel est le devoir du citoyen dans la sécurité d'un État? Il a bien un devoir. Son devoir, c'est de collecter des informations susceptibles de nuire à la sécurité et de les remettre à qui de droit. Vous lui dites aujourd'hui, ne faites rien. C'est pas ça que j'ai dit. Et vous lui dites que... Les Camerounais collectent des informations et donnent. Non, vous dites, pas ça que vous dites déformez pas mes ceci. propos. Non, ce que vous dites, vous dites en fait, vous dites ici que le citoyen n'a rien à faire là-dedans. Vous dites que tout c'est l'État et l'État restrictif, c'est-à-dire le gouvernement. Nous vous disons donc ceci. L'autorité politique, que nous appelons gouvernement, est un maillon de la chaîne sécuritaire. Le premier, et ce pays même a souscrit à la sécurité populaire. Ça veut dire que le peuple est le premier levier de sécurité. On parle même de concept armée-nation. Ça veut dire quoi? Le renseignement se construit avec le citoyen. Nous ne pouvons pas penser être dédouaner le citoyen, lui qui est le premier maillon sécuritaire, et demander aux policiers de faire tout. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible du tout. Parce que le premier levier de sécurité commence par le renseignement. Et il est collecté au niveau du citoyen. Le citoyen donc, a le devoir. C'est un devoir. Ce n'est pas facultatif. C'est un devoir de donner l'information qui permet de sécuriser les biens et les personnes. On est d'accord là-dessus. On a posé la question sur l'attitude du citoyen aujourd'hui qui semble avoir perdu tout élément de confiance avec... Je vais vous dire. Et justement, cela naît de ces discours complaisants. Est-ce que c'est les discours ou c'est les faits réels? Vous avez quelqu'un qui vous écrit et dit bonsoir le plateau, il se peut que le panéliste en Gandoura, il s'agit de vous, ne vive pas au Cameroun, qu'il quitte un de ces quartiers chics, qu'il aille à Makéa, il voit comment on agresse quelqu'un et qu'il dénonce. La suite il fera revenir sur terre. S'il aura encore la chance de raconter par ce qui se sera passé. Daniel Toyika même. Je vous dis, ce sont ces propos-là qui sont des propos irresponsables. Dans les quartiers, à Douala par exemple, il a parlé de Makéa, d'Ilongué, ainsi de suite, là où il y a les talibans, les Iraniens, il y a des groupes qui sont connus, qui terrorisent au quotidien là-bas. Tout le monde les connaît et personne ne dénonce parce qu'il y a un retour, ce qu'ils appellent le retour. Non, je vais vous dire une chose, il n'y a aucun endroit dans ce pays où l'État n'exerce pas son droit. Et de ce fait, des discours comme cela sont des discours complaisants et très dangereux qui désactivent le premier levier de sécurité. C'est-à-dire qu'on reste on dit, bon, comme nous sommes dans ce quartier, on ne dénoncera rien. Jusqu'à ce qu'on entre chez vous et on crée des exactions et là, vous allez crier, vous demandez au secours. Parce que hier, vous avez dit, on ne dit rien. Et il y a un adage du Sahel qui dit... Non, ils disent qu'on ne dit rien. Non, écoutez, ils ont peur de dire. Ils disent ils ont peur parce que, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un discours irresponsable et très dangereux visant à discréditer les instruments de répression sécurité, sécuritaire de répression. C'est ça dont il est question. Mais à qui la faute? Non. Si on arrive à ce niveau-là. Mais vous posez si on arrive à ce niveau de perte de confiance, à qui la faute? Non, la faute est partagée. Parce que le citoyen ne sait pas que c'est un devoir. Au Cameroun, on vous dit que le citoyen a tous les droits. La preuve, c'est parce qu'il est pauvre, il peut aller voler. C'est parce qu'il est ceci, il peut aller voler. On instrumentalise la pauvreté. Bon Dieu, il n'y a pas que la pauvreté au Cameroun. La pauvreté est partout dans le monde entier. Il me semble même qu'aux États-Unis, on mange dans la soupe populaire. Alors, bon Dieu,
On est dans la logique, chaque fois, non, c'est parce qu'on est pauvre qu'on fait ceci, on veut justifier l'injustifiable. Nous disons ceci. Tout citoyen a le devoir, c'est un devoir. Si vous ne le faites pas, on doit vous arrêter. D'accord. En La réalité, question même, de reconstruire la confiance entre le Et citoyen il faut que ce et les soit, organes il répressifs faut que ce soit, de il l'État. faut que ce soit contraignant. Parce qu'on a cru à dire que dénoncer, c'est devenu facultatif. Non, il faut que ce soit contraignant. Vous ne le faites pas, on s'est rendu compte que vous n'avez pas dénoncé. Et bien là, on vous punit. Président Jules Somba Temungi, sur cette question de reconstruire la confiance entre les populations et les forces et les éléments de répression de l'État. Donc, moi, j'ai quand même un peu l'impression que mon copénaliste, je ne sais pas s'il vit au Cameroun. Hein. Moi, je vis au Cameroun. C'est ce que vous dites toujours. On se voit tous les jours. C'est ce que vous dites toujours. Je vais vous prendre deux On exemples. partage sur une. Vous voulez vous dédouaner de vos responsabilités. Je vais vous prendre deux exemples. Oui. Moi, je suis président d'un parti politique qui a fait des dénonciations au TCS et à la CONAC. Depuis près de 2 ans, on ne sait pas comment cette procédure, et si ça évolue même. Et presque tous les 6 mois, en tant que président, j'essaie toujours de réactiver soit le TCS, soit la CONAC. Bon, moi, peut-être c'est parce que j'ai un niveau de compréhension peut-être un peu élevé. Je pourrais me dire que pourquoi encore faire des dénonciations à la CONAC ou au TCS. Ça décourage quand même. Et surtout que, pour le cas de la mairie Yaoundé 5, où je fais ces dénonciations régulièrement, on vous nargue même. Yaoundé 5, le maire de Yaoundé 5, vous nargue. Ces gens vous narguent. Ils vous montrent que bon, vous avez fait des dénonciations, nous sommes protégés, et puis on s'en fout. Et ça c'est quand même quelque chose. Bon, maintenant, nos forces, nos FMO, comme on aime bien les appeler, c'est vrai, ils battent un énorme travail. Nous n'avons qu'à voir. Il suffit que la police, en fait, que les éléments de la police, on ne les voit pas une matinée ou bien une journée dans nos carrefours à Yaoundé. Comment la ville est bloquée. Ça veut dire qu'ils travaillent et il y a certains qui font du bon travail. Nous avons des membres dans nos familles respectives, qui soient soit des gendarmes, soit des policiers, qui travaillent très bien. Mais on doit quand même reconnaître, quand on vous dit que les gens arrivent au Liban, dans des pays que le magistrat, là, c'est quand c'est un magistrat quand même qui fait une étude comme celle-là, ce n'est pas un citoyen lambda comme moi. Ça veut dire qu'il a quand même, il s'est quand même assis sur certaines bases scientifiques palpables. Et donc, on ne peut pas dire qu'il a fait ça à la volée. Alors, bonsoir. Parce que les gens se retrouvent, traversent la Centrafrique pour arriver au Cameroun, et qu'il n'y ait pas un contrôle systématique. C'est vrai, un pays frère, voisin peut avoir des difficultés, comme a souvent été le cas de la Centrafrique. Mais quand même, quand ils arrivent ici, il faudrait quand même que nos services de sécurité compétents. Surtout qu'il n'est pas dans un camp de réfugiés. Voilà. Il est en train d'aller à Yaoundé. Dire que c'est le citoyen qui n'ont vraiment laissé il souffre chez lui. Et puis, on est surpris du taux d'insécurité actuellement à Bertois. Le taux d'agression est très élevé. Si vous suivez l'actualité de ce côté-là, il faut vraiment que les forces de l'ordre se mettent en branle. Il y a déjà des résultats, puisque c'est chaque jour qu'il y a un groupe des gangs qui sont arrêtés et démantelés du côté de Bertois. Bonsoir à vous, Jean-Jacques. Je suis d'accord avec le politologue. Moi, personnellement, j'ai été accusé dans un poste de police, lequel mon plaignant n'avait pas de CNI. François depuis Balmayo, c'est le plaignant. Le plaignant n'avait pas de CNI. Mais le gars s'est retrouvé en difficulté de ce côté-là. Quand il n'a pas de CNI, même te met en difficulté quand tu as la CNI. Non, en fait, ça nous fait rire, mais la complexité et la profondeur du problème exigent en réalité qu'il y ait aussi des réflexions vraiment profondes. Et moi, en fait, la posture n'est pas d'accuser tel camp et tel camp. La posture, c'est de soulever, de faire un état de lieu, par exemple. Et cet état de lieu, on est parti avec cette étude faite par le magistrat. Je crois d'ailleurs que cette étude doit déjà interpeller les procureurs de la République. C'est une matière de justice. Nous sommes dans un état. Est-ce que ce magistrat-là a été approché par les... Il est même dans le corps. Mais maintenant, des indicateurs comme ceux-ci doivent interpeller directement des procureurs de la République, que ce soit de Yaoundé ou de Douala. Hein?
Parce que ce n'est pas... Ça c'est comme on dit, quand il y a infraction, là, on constate qu'il y a infraction. On constate qu'il y a un problème de justice qui se pose. Donc, ces procureurs-là devraient déjà se saisir par eux-mêmes. Et c'est dans ce sens qu'on dit, en fait, c'est dans ce sens que moi je dis la régulation de l'État. C'est qu'en réalité, Simon peut-être va souffrir de cela, c'est que quand la loi, l'application, voilà, quand l'application stricte et même parfois sévère de la loi n'est pas là, c'est le désordre qui s'installe. C'est-à-dire que quand il n'y a pas cette conscience-là, c'est le désordre qui s'installe. Que ce soit au niveau des instruments ou des mécanismes mis par l'État en place, que ce soit au niveau des populations. Je suis très rapidement. Il y a au moins 20 ans ou 15 ans aujourd'hui, à Douala, il y a eu... Nous y étions. Il y a eu un système de justice populaire, mais... On brûlait les gens. Je me souviens, j'étais scandalisé parce qu'on a brûlé Carrefour Tif à Douala. Au moins 3 personnes. Ça, Jean-Jacques le connaît très bien. On a fait une descente à Bilonga avec celui qui est gouverneur dans le sud-ouest aujourd'hui, Bena Okalia Bila, qui était préfet. C'est pourquoi? Parce que les populations se sont retrouvées à un moment que on les agresse. C'est même l'agresseur qui vient encore les agresser pendant qu'on l'a amené au commissariat, pendant qu'on l'a enfermé. Il sort même de la prison, il sort de Nobel, il vient encore agresser. Mais les gens ont dit, mieux vaut installer la justice populaire. Malheureusement. Donc c'est un peu ça. C'est dans ce cadre que nous parlons, en fait, que moi je parle là, nécessaire régulation de l'État de manière conjuguée donc avec la population. Pour faire osmose dans ce concept armée-nation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y aura confiance réciproque de part et d'autre et les gens vont aller dans la direction de l'autocontrôle en principe. D'accord, on va sortir justement de ce thème de mise en bouche qui est d'ailleurs pertinent au regard de vos nombreuses réactions. On s'est inspiré de l'étude rendue publique d'un magistrat qui montre qu'entre juillet et août 2024, une cinquantaine de Camerounais portés disparus, des enfants de 3, 4, 5, 6, 8 ans, 12 ans, jusqu'à 17 ans pratiquement, constituent le gros lot de ces personnes portées disparues. Que se passe-t-il? Que faut-il faire? Je pense que les uns et les autres ont parlé de la dénonciation qui est fondamentale. Il faut toujours dénoncer pour participer de façon effective à la chaîne de sécurité. Maintenant, ceux qui ont le pouvoir doivent jouer pleinement son rôle, laisser un peu l'affaire des bakchiches, un peu de corruption là de côté pour être efficace et pour que les populations vous fassent encore confiance. Bonsoir le plateau. Vraiment, M. Stéphane Mounouga a parfaitement raison. L'homme en tenue travaille beaucoup et il n'a pas un bon revenu à la fin du mois. Ça fait vraiment mal. Patient. Bouni, depuis Garoua, est-ce que tu n'es pas dans le corps? Est-ce que ce n'est pas le syndicat qui est en train de se mettre en place là? Bonsoir Gigi, le représentant du RDPC ignore où se trouvent les dealers de la drogue. Il faut que la dénonciation vienne d'où? Il envoie la population où là? Ça veut dire que vous savez où sont les dealers, Thomas Dakin. Tout ce qu'on demande, c'est de dénoncer simplement. Et d'être en sécurité. Bonsoir la famille. Le monsieur Angandoura vit dans ce pays? Je crois que non. On a déjà arrêté quels gendarmes et policiers qui prennent de l'argent à ciel ouvert et même en journée devant les autorités et autres lorsque la justice est corrompue. Qui peut avoir le courage de dénoncer un malfrat qui doit corrompre le magistrat et sera libéré le lendemain? Et ce dernier se retourne immédiatement devant celui qui l'a dénoncé. Soyons au moins sérieux, frère Gandjoui Alphonse depuis Douala, qui envoie justement ce message et participe à l'émission. Nge Carrington de Yaoundé revient sur la question à tout votre panel. Très bonne émission concernant le sujet. Je pense que les populations ne font plus confiance à leurs forces de maintien de l'ordre. Et pour moi, c'est bien de dénoncer, mais pour quelle sécurité après? Il faut penser à la sécurité d'après. Bonsoir, M. Lonjaxé, s'il vous plaît. Dites au M. Angandoura, mais c'est quoi le M. Angandoura? C'est Simon. Vous ne le connaissez plus. Simon peut plus mettre Angandoura. On te repère plus facilement avec cette tenue-là. Si dites à vous, M. Angandoura, gris, qu'il ne connaît pas de quoi il parle au Cameroun. Quand tu dénonces, même à la police, ces derniers ne vous accompagnent jamais.
je suis sûr qu'il est du RDPC. C'est toujours leur discours. Et c'est pour les lois. Le Cameroun a les meilleures au monde, les meilleures lois du monde, mais application zéro. Jean-Marc depuis Biteng, ici à Yaoundé. Le président Ibrahim Imché, on est très d'accord, content de recevoir votre message. Bonsoir Jean-Jacques, j'ai mal quand j'entends parler le monsieur Ngandoura. Vraiment. C'est pas la vérité. C'est mal. Peut-être mieux d'aller se balader au niveau du pont blanchisseur ce soir. Il verra. C'est monsieur Ondoa depuis Douala, le pont blanchisseur. Ah oui, très célèbre. C'est à Douala. Dakar. C'est à Douala, Le Dakar. village là. Allez, ce n'est pas à lui qu'on va demander à se balader là-bas. On va demander aux forces. Puisque vous avez l'information que du côté du pont blanchisseur, si vous arrivez là-bas. Ils connaissent bien ceux qui font ça, mais ils ne disent rien. Voilà, ça veut dire que vous savez. Il faut contribuer à la chaîne de dénonciation. Réponse au débat, la corruption au sein des policiers et gendarmes au Cameroun, un défi pour la sécurité, c'est tellement long. C'est une contribution qu'on mettra certainement en débat au cours de nos programmes à venir. On lit encore un ou deux messages très rapidement. Alors, bonsoir Monsieur Jean-Jacques Zé. J'espère que vous allez bien. Merci. Voici, je viens vers vous concernant une aide que vous avez. La suite est intéressante. Une aide que vous avez faite en 2015. Si vous vous souvenez, grâce à vous, un des plus vieux détenus avait été libéré à la prison centrale de Balmayo. Oui, il avait 91 ans. Au nom de papa Eden Temedio. Ouais, on avait travaillé dessus. Je suis heureux de vous revoir et à cet effet, je profite pour vous transmettre toutes les bénédictions, merci, qu'il avait bien prononcées à votre personne jusqu'à votre famille. Bonne arrivée sur cette nouvelle chaîne de télévision. Merci pour ce témoignage. On prend une respiration et puis on parle d'élection. Voilà, ne soyez pas jaloux. Sinon, on a les bénédictions, même si c'est important, on est content, et puis c'est décembre, si on peut recevoir les bénédictions. On vous salue du côté de Libreville. Bonsoir, le monsieur Ngandoura, depuis Libreville, Edouard Ondoa. Il n'a rien dit, il vous salue simplement depuis Libreville. Juste pour dire qu'il nous écoute, il nous suit là-bas du côté de Libreville, et il a remarqué que vous êtes sur le plateau. Il va retourner au veste. Il faut qu'il rentre rapidement au veste. Alors, parlons rapidement des élections. La présidentielle est annoncée pour l'année prochaine. Les régionales en 2026. On a connu ONEL 1, on a connu ONEL 2. Permettez qu'on les baptise ainsi avec les différents changements et les réformes sur le passage. Et puis on a ELECAM. Est-ce qu'il faut espérer ELECAM 2 pour avoir des élections dites acceptables et acceptées de tous? Est-ce qu'il est possible de revoir ELECAM aujourd'hui pour avoir des élections, je veux dire, transparentes et crédible, Monsieur le Président? Merci. Je dirais d'un bloc qu'il est très important qui est des réformes au niveau de l'ELECAM parce que depuis quelques années, les acteurs politiques se plaignent de plus en plus du fonctionnement de l'ELECAM. Je vais prendre peut-être un exemple illustratif. Au niveau local, là, dans les commissions communales, tous les partis politiques voulant bien sont dans ces différentes commissions communales. Mais ce qu'on a souvent fait comme remarque, c'est que à l'issue de chaque exercice, peut-être cet exercice semestriel ou annuel, chaque parti politique a des données, des inscriptions, des rejets, bref, des problèmes éventuels qui aurait eu au courant de l'année. Mais ce qui dérange un peu, c'est que parfois c'est l'ELECAM seul qui vous donne à la fin l'état, le dernier état physique des inscrits. Vous vouliez qu'il le fasse. Bon, c'est son rôle, non? Ça devait être concerté parce que souvent à la fin, certains acteurs ne se reconnaissent pas. Un peu comme, vous avez vu dernièrement, le MRC s'est beaucoup plaint.
Et après les plaintes du MRC, l'ECAM a été contraint d'organiser une concertation où le MRC a été, et sur plusieurs points, le MRC a eu raison. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait que davantage, étant donné que l'élection, tout ce qui concerne l'électoral est dynamique, il faudrait davantage que tout ce qui a été édicté ou bien mis comme idée lors de ces assises-là puisse être implémenté. Alors, quel est le regard que vous avez sur l'ECAM? Est-ce que l'ECAM aujourd'hui est suffisamment crédible? Je peux dire que l'ECAM fait son travail par rapport à la loi qui est là. Et c'est la loi qui est là qui n'est pas très bonne. Parce qu'en réalité, quand même, l'ECAM essaie de tout faire. Toutes les erreurs, en fait, tout ce qu'on a souvent reproché à l'ECAM, ils parviennent toujours à se justifier sur des textes de loi. Ce qui sous-entend qu'effectivement, ce n'est pas certainement l'ECAM le problème, mais ce sont les textes qui régissent leur travail qui font un problème. Hubert Etundi, sur Elections Cameroun et l'ECAM, est-ce qu'on devrait revoir quelque chose? Il me semble qu'il y a un lien avec le premier sujet. Il y a toujours, dans l'architecture d'organisation sociale et même administrative, sur un plan légal, il y a toujours à revoir. Parce qu'en principe, les lois sont l'émanation, par exemple, des personnes qui les projettent. À un moment donné, quand ces lois sont déjà là, on peut revoir, on peut se dire qu'à tel niveau, telle chose ne marche pas. C'est pour ça que le dialogue social est nécessaire. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'un camp, surtout comme nous sommes dans l'espace démocratique, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un espace démocratique, un camp ne doit pas s'arroger des privilèges et des prérogatives au détriment d'un autre camp. Parce que c'est ça le véritable problème. L'enjeu est démocratique, ça veut dire qu'il est consensuel, c'est ce qu'il venait de démontrer là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, vous voyez, on a évolué, il y avait NEL 1, NEL 2, on est arrivé à l'ECAM. Bon, il y a quand même un code électoral qui est déjà en place. Il y a une institution qui est en place. Elle fonctionne sur la base des règles. Maintenant, le problème de base, d'abord, c'est la respectabilité de ces règles-là et leur mise en application. Et sur ce point-là, vous pensez qu'il y a des éléments qui montrent qu'il n'y a pas cette respectabilité? Ça peut être quoi? Les 11 membres, les statuts d'aujourd'hui et d'hier? Je pense que commençons d'abord par l'architecture des lois. Je crois que le code électoral qui est actuellement là a eu un cadre évolutif et consensuel où tous les acteurs politiques ont travaillé. Il y a d'abord ce premier élément. Personne ne peut dire le contraire. C'est-à-dire qu'il y a eu débat, il y a eu travail, il y a eu évolution. Les acteurs politiques se sont impliqués. Tous les acteurs politiques. Maintenant, s'il faut le remettre en cause, on parlait du contrat social tout à l'heure, on entre encore dans un autre cadre de consensus qu'on doit travailler. Ce qui est un peu marrant, et bon, je ne veux pas accuser l'opposition, ce qui est marrant parfois, c'est que c'est de manière parfois intempestive, c'est de manière par médias interposés, parfois une démarche solo. Une démarche où on peut même remarquer que les partis de l'opposition ne sont pas ensemble, mais on voit des gens qui avancent, d'autres, et puis ça crée un peu une zizanie. Même si disons les choses comme elles sont, même si le pouvoir en face, par exemple, qui a donc ces instruments-là pour les mettre en application, voulait peut-être aller dans un sens, mais quand vous voyez les gens venir devant vous de manière disparate, dispersée, ainsi de suite, vous n'avez plus la capacité en réalité de les prendre avec vous. Surtout qu'il faut faire très attention parce que le débat que nous faisons, il faudrait que les gens sachent que le rôle d'un parti politique, pour la faiblesse que nous avons d'avoir fait cette étude ou ces études,
Le rôle d'un parti politique, c'est conquérir le pouvoir et conserver le pouvoir. C'est deux choses. Donc, le plus souvent, les analystes ou les observateurs oublient ça. Un parti politique, c'est aller au pouvoir et se maintenir au pouvoir. C'est ça. Quitte à ne pas respecter les règles. Non, je ne veux pas aller dans ce travers-là. Je suis en train de vous dire, ne nous faites pas sortir les mains de Jean-Paul Sartre ici. Hein? Ça dit, chacun utilise... C'est politique, non, c'est main sale. Voilà. C'est très politique. Chacun utilise donc ses moyens pour pouvoir se conserver. Est-ce que chacun doit utiliser ses moyens alors qu'il y a un encadrement qui doit mettre les moyens à la disposition de tous ces pratiques? L'encadrement, c'est le cadre général que nous sommes en train de dire. Chacun vient proposer à ce cadre général. Mais vous n'allez pas demander au MRC, par exemple, de ne pas se préparer dans son cadre, de ne pas mettre ses rapports de force, de ne pas mettre un certain nombre... Vous n'allez pas reprocher cela au RDPC, parce que c'est une compétition. C'est une compétition. Ça se joue chaque jour. Ça se réfléchit chaque jour. Ça se construit chaque jour. Et chaque parti, en réalité, doit se construire chaque jour et chercher à aller vers le pouvoir. Et celui qui est au pouvoir cherche à se maintenir, Jean-Jacques. C'est la construction des rapports de force. Et j'étais sur le code électoral. Je sais, des petites, peut-être je peux me perdre, mais je sais que le travail qui a été fait au Cameroun a été fait de manière évolutive et consensuelle pour qu'on arrive au code actuel. J'ai suivi Monseigneur Samuel Cléda qui, d'une manière ou d'une autre, remet en cause ce code électoral et voudrait... Entre les lignes, on l'a compris. Voilà. Et voudrait l'amélioration. Mais il faut faire attention. Mais je crois quand même que les prélats, les hommes de Dieu qui nous dirigent ont la sagesse qui vient peut-être de Dieu. Mais il y a aussi la sagesse de manière pratique parce que nous sommes là, nous sommes en décembre. L'élection, c'est en octobre. Alors, si vous jetez dans la mare d'eau la question donc de la refonte du code électoral, hein, nous entrons en janvier et l'ECAM a déjà fait, j'ai vu des annonces de l'ECAM là pour le redémarrage des inscriptions sur les listes électorales. Alors, vous jetez ça. Ça veut dire qu'en réalité, les gens, au lieu de travailler pour la consolidation des inscriptions sur les listes électorales, aller vers le processus, vont se diviser. Alors, personnellement, ce que Monseigneur Cléda dit clairement, il dit « Mon souhait le plus cher pour l'élection présidentielle de 2025 est une transition pacifique. Il faut organiser des élections selon les normes où tout le monde accepte le jeu démocratique. » C'est ce que Monseigneur Cléda dit. Tout le monde accepte le jeu démocratique, c'est sous couvert. Et il intervient sur RFI. Je suis désolé, je ne suis pas entré, je sais de quoi je parle. Et vous savez de quoi je parle. Le couvert qu'il y a derrière, c'est que si des acteurs d'un côté se lèvent pour dire non, il va falloir qu'on accepte. Non. Je crois qu'il y a quand même dans le jeu politique en Afrique, des personnalités de haut rang ne doivent pas jeter le pavé dans la mare. Parce que là, il construit déjà un imaginaire qui est canalisé, qui est orienté. Est-ce que le code électoral actuel n'a pas conduit l'élection de 2018? Je ne défends personne. C'est ce même code électoral qui a conduit l'élection présidentielle de 2018 avec le célèbre contentieux électoral qu'on a suivi de manière télévisée avec toutes les postures possibles et toutes les libertés nécessaires. D'accord. Alors, peut-être réagir sur ce propos de Monseigneur Cléda. Il faut organiser des élections selon les normes où tout le monde accepte le jeu démocratique. Il y a quand même des sous-entendus là-dedans. Oui, quand vous interprétez, j'ai envie de dire quoi, ça chute, il veut dire que, c'est ce que ça veut dire, le présupposé, ça veut dire que généralement, il n'y a pas eu des élections au Cameroun où tout le monde accepte le jeu démocratique. Mais moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas trop ça. Parce que quand vous analysez votre thématique, elle est intéressante. Intéressante parce que ça pose le même problème qu'on pose depuis la mise en bouche. On est dans une société où la perte de confiance est généralisée. Oui. C'est ça le problème du Cameroun, c'est que la perte de confiance est généralisée. On soupçonne tout. Ça veut dire que même quand vous avez bien fait votre travail, on soupçonne qu'il puisqu'on est dans une société où la corruption en réalité c'est le premier réflexe, on soupçonne qu'il y a eu corruption. C'est ça le problème. C'est pour ça que d'emblée j'ai envie de dire qu'on n'a pas besoin d'élire comme deux. Parce que là on va plonger dans la gesticulation institutionnelle.
Ça veut dire qu'on n'a pas un problème d'institution au Cameroun, on a un problème de refonte des textes. C'est ça le premier problème. Exact. Parce que prenez par exemple, j'ai envie de dire l'encadrement juridique des personnels de l'ICAM. Il faut rendre ces personnes indépendantes. En faisant quoi? En leur donnant un bail qui n'est pas renouvelable. Quand vous donnez à quelqu'un un bail qui est renouvelable, il est tenté de chercher à ce que vous renouvelez son bail. Et en conséquence, il va chercher à vous plaire dans sa façon de travailler. Ça veut dire qu'au lieu de donner aujourd'hui au DG de l'ECAM un mandat de 5 ans renouvelable, donnons-lui un mandat de 7 ans par exemple, qui n'est pas renouvelable. Et là, il sait qu'en réalité, il ne dépend plus de quelqu'un, il est là pour faire son travail et rien que son travail. Mais s'il sait qu'il a 5 ans et qu'il peut encore, j'ai envie de dire, pour parler comme au quartier, draguer celui qui peut renouveler son mandat, mais c'est humain. Cette posture est humaine. C'est pour ça qu'aux États-Unis, par exemple, il y a certaines fonctions où on vous donne un seul mandat qui n'est pas renouvelable pour que vous soyez indépendant dans l'exercice de votre fonction. Voilà le premier point. Le deuxième point aujourd'hui, c'est qu'il faudrait quand même qu'on dise au parti qui a le pouvoir que c'est vrai que nous sommes en démocratie, ce sont eux qui contrôlent les leviers du pouvoir, mais il y a des instruments qui doivent être consensuels. C'est ça le problème, comme le code électoral. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est à l'approche des élections, mais je souhaite que, peut-être après les élections de 2025, vraiment, qu'on aille vers un consensus et qu'on adopte une loi électorale consensuelle où la plupart, pas tout le monde, où la plupart des partis politiques se reconnaissent quand même dans ce code électoral. Voilà un autre problème qu'il faut résoudre aujourd'hui. Et un autre problème aussi, parce qu'on accuse seulement aussi les institutions, l'État, le parti au pouvoir. Les partis d'opposition même aussi ont une part de responsabilité dans ce problème des élections au Cameroun. Parce que quand vous faites une analyse sociologique des élections au Cameroun ou des partis politiques, vous allez vous rendre compte que le premier problème que les partis d'opposition ont, c'est un problème de représentativité. Ça veut dire qu'ils sont capables, si on s'en tient aux dernières élections de 2018, de vous produire 25 000 personnes dans 25 000 bureaux de vote. Et ça fait que puisqu'ils n'ont pas été présents dans les bureaux de vote, ils installent le doute dans les résultats où ils n'ont pas été présents. Donc ils ont aussi une part de responsabilité. Il faudrait qu'ils soient représentés. Ça va faire que quoi? Quand Elecam va compiler les élections, les transmettre, produire les 25 000 procès-verbaux, puisque vous avez eu 25 000 personnes dans les bureaux de vote qui ont aussi les 25 000 procès-verbaux, vous serez capable de faire une comparaison objective entre les résultats qui ont été publiés et, j'ai envie de dire, les résultats que vous avez. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que généralement dans le contentieux, on est beaucoup plus dans la théorie, dans la philosophie, on n'est pas dans le palpable. Parce que si on avait le concret en 2018, lors du contentieux électoral, on ne prendrait pas 2 jours. On serait venu au contentieux avec nos 25 000 procès-verbaux, on les aurait déposés, on aurait dit au Conseil constitutionnel, faites une comparaison entre ce que l'ICAM vous a donné et ce que nous on a. Et on retient que le problème n'est pas l'institution. Non, le problème n'est pas l'institution. Le problème c'est rendre les hommes qui sont censés gérer l'institution indépendants dans leurs fonctions, parce que le fait de leur maintenir... Oui, vous avez ce côté d'indépendance par le mandat, mais il y a également les dernières nominations ont remis au bout du jour ce débat, les nominations des 2 derniers membres le 20 décembre dernier, qui seraient des membres du RDPC. J'ai envie de dire que quand les lois sont justes et impartiales et que les institutions sont sérieuses, en réalité, l'appartenance ou alors la provenance de X ou Y ne devrait pas déranger parce qu'on sait qu'en réalité, il y a une structure normative, quel que soit d'où vous venez, vous serez obligé de respecter la structure normative qui existe. Et je vais donc sortir en disant que il est grand temps aujourd'hui que l'on comprenne que, à la réalité, pour que, j'ai envie de dire quoi, pour que Elecam soit plus efficace, Elecam a également besoin que les partis d'opposition soient mieux structurés. Parce que ça fonctionne un peu comme une balance. S'il n'y a pas un contrepoids, ça va peser d'un côté. Et tel que vous observez les partis d'opposition, ils sont, j'ai envie de dire, ils sont trop divisés pour pouvoir, j'ai envie de dire, opposer un contrepoids à Elecam. Donc c'est une manière pour moi de leur dire aujourd'hui que il est grand temps
vraiment qu'ils unissent leurs forces justement pour pouvoir opposer un contrepoids au système qui nous gouverne. Et j'ai aimé ce que le panafricaniste a dit, même si je vais ajouter que parmi les missions du parti politique, il y a la conquête, comme il a dit, la conservation, on y ajoute la pérennisation du pouvoir. Mais il faut préciser ici que pas la pérennisation ou la conquête ou la conservation du pouvoir par un individu. Oui, tout à fait. Par une institution. Et ça doit se faire de façon en respectant les normes et les canaux de la République. Ça veut dire qu'on ne va pas créer des lois iniques et cyniques parce qu'on veut conserver le pouvoir. On va créer des lois justes et on va chercher à conserver ce pouvoir avec ces lois-là. Pas la conservation d'un individu. C'est important de le préciser. Bonsoir Jean-Jacques, j'ai un problème avec les personnes qui sont nommées dans cette institution pendant de l'ECAM. Voyez-vous, vous avez parfois des anciens sous-préfets, préfets, gouverneurs qui après leur fonction se trouvent avec des biens immobiliers qui dépassent ceux des hommes d'affaires les plus prospères sans que l'on ne sache si c'est le fruit de leur salaire comme fonctionnaire. J'ai l'impression que l'on nomme des personnes qui parfois traînent des casseroles, ce qui les met dans une situation où elles ne peuvent pas être justes. La transparence, pour moi, de cette institution passe d'abord par le questionnement sur la source des biens et avoir de ces personnes. Calistano, depuis Yaoundé, des soupçons sur la trajectoire de ceux qui sont nommés, anciens préfets, anciens sous-préfets. Pour cet intervenant-là, ça dérange et qu'on ne peut plus parler d'une institution juste dans ces conditions-là. Vous savez, pour ceux-là, il faut aller nommer les Jésus. Parce que, oui, il faut aller nommer les Jésus et les Mohamed et autres saints pour qu'ils soient, ou du moins que l'institution soit crédible. Je crois qu'il faut être sérieux. Une institution a des règles. Que vous soyez de quel parti politique, vous êtes astreint au respect des règles. Les partenaires qui aussi autour de l'ECAM sont des partis politiques et autres, et j'ai suivi le président de quel parti là, justement, vous le décrivez que bon, lorsque ça ne va pas, les partenaires vont vers l'ECAM pour dire ça à ce niveau ça ne va pas, et il y a un consensus qui se tisse autour. Et vous voyez des gens qui vous disent, qui ont pris le soupçon, qui ont pris parfois leur fantasme et ont érigé cela en loi. C'est ça le problème ici au Cameroun. Mais ça revient à la question de confiance. Peut-être faudrait-il revoir cette façon de faire pour que la confiance renaisse entre les populations et l'État. C'est l'hyperpolitisation du tout. Non, même, attends. Si on nomme les gens comme étant militants, et c'est quand ils sont nommés qu'ils démissionnent. Il y a des militants qui s'affirment et il y a d'autres qui sont sournois. Oui, même dans les médias. On voit très bien des médias. Vous dites que non, nous on est indépendants, mais leur ligne éditoriale n'est rien d'autre de l'apologie d'autre chose. Mais vous ne pouvez pas. Ici, on n'est pas là. Est-ce que par galanterie, quand même, par galanterie, écoutez, on n'épargnerait pas les gens de ces nominations des militants du parti? Non. Écoutez, un militant est un citoyen. On devrait aussi nommer ceux qui sont soupçonnés d'être membres d'un parti. Un militant est un citoyen et il y a un code électoral sur lequel vous allez travailler. Vous ne venez pas travailler sur le livre jaune comme le RDP, vous venez travailler sur un code électoral qui a été élaboré de façon consensuelle. Et il faut se dire une chose, la politique c'est un rapport de force. Il y a 348 partis politiques au Cameroun. Il y en a, je crois, 18 qui ont au moins un élu. Quand moi je suis je voulais même... je voulais parler de M. Cléda. Parce que là, il agit en tant que citoyen. Il ne peut pas utiliser la casquette de Monseigneur pour dire ce qu'il dit là. Parce que premièrement... En tout cas, il est interviewé en tant que Monseigneur. Oui, mais ce qu'il dit là, il le dit en tant que citoyen. Oui, il le dit en tant que citoyen. Moi aussi, je peux dire qu'il le dit en tant que citoyen. D'abord, il parle de transition. On parle de transition dans un pays failli. Le Cameroun n'est pas failli. Il peut y avoir une alternance en 2025 ou alors la continuité. Et de tout ce qu'il dit, le peuple de Dieu, qu'il est censé conduire, qui doit conduire, il a mis de côté. Il oublie que la démocratie, c'est la force du peuple. C'est celui qui vote, c'est celui qui décide. C'est comme ça que la démocratie se fait. Donc quand vous dites... Mais le citoyen a également le droit de donner son regard. C'est pour cela que je dis que... Vous acceptez le regard du citoyen, pas de Monseigneur. Il a le droit en tant que... conduit le peuple. Non, en tant que citoyen... Le peuple en tant que citoyen... des moments faciles. En tant que citoyen... Ne mettent pas le peuple en difficulté. Non, en tant que citoyen, il a le droit de le dire. Mais en tant que prélat,
moi aussi je suis catholique. Quand il dit, lui, parce que alors il a dit dans un des... Vous acceptez qu'eux, ils prient pour ceux qui sont au pouvoir. Oui, ça dérange non, pas. écoutez, parce que dérange pas. disons-nous une chose, disons-nous une chose. La société est très bien organisée. Le prélat, c'est la formation intégrale de l'homme. Le politique, c'est la gestion de la société. Vous comprenez? C'est cela. Donc, ils ont le devoir de prier, de nous former sur le plan intellectuel et sur le plan spirituel. Et d'attirer votre Et attention et sur les maintenant, injustices. Oui, en toute neutralité. En toute neutralité. On lui a posé la question de savoir, le président de la République, qui est mon candidat? Lui, il dit il a dit des choses que je ne veux même pas reprendre ici. Non, c'est les choses qu'on mettra sur le débat dimanche. Voilà. On va décrypter en cette réalité, sortie de votre débat dimanche dans Libre Expression. En réalité, une immense majorité de Camerounais pense que Paul Biya doit briguer un autre mandat. Qu'est-ce qu'il fait d'eux? C'est ça le problème. Et c'est pour ça que j'ai dit, on range ça dans D'accord. la caractéristique. Peut-être pour aller dans votre sens, hein, lorsqu'on met bout à bout la nouvelle d'une rencontre en Éthiopie d'Emmanuel Macron avec les émissaires d'Etoudi d'une part et le résultat reporté de cette rencontre, on comprend la saillie de RFI. Malgré lui, tout en étant cohérent, Monseigneur Cléda se retrouve malgré lui comme un instrument d'une offensive médiatique de Paris contre le régime de Yaoundé. C'est Jackson qui le dit. Donc en réalité, j'ai pris ça comme un citoyen et c'est normal. Chaque citoyen doit avoir son ressenti, ce qui est normal, mais peut-être pas le prélat. Pour dire que pour le cas de l'ECAM et pour le cas des organisations politiques, ou du moins des formations politiques voulant compétir pour octobre prochain, je crois que beaucoup de partis politiques perdent le temps, un temps inutile, à chercher la petite bête. Dans tout système électoral, tout processus électoral est perfectible. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on peut revoir un point ou deux ou trois, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais les élections qui ont été organisées par l'ECAM sont crédibles. Alors, comment faire pour tuer les soupçons que les Camerounais ont de l'ECAM? Je vais vous dire. Allez, qu'on retrouve les anciens préfets et sous-préfets, les militants du RDPC. Mais Jean-Jacques, même si c'est vous qu'on avait nommé, on a dit que c'est parce que c'est un gars de l'Est qu'on le retrouve là-bas, il faut peut-être un gars du Nord. Pourquoi pas garantir, on n'aimerait pas quand même un gars de l'opposition? Non. Attendez. Aussi, on dirait qu'ils viennent de l'opposition. Attendez. C'est aussi des citoyens, non? Ils ont aussi des droits. Pourquoi on ne nommerait pas ce qu'on a nommé là? Parce qu'ils sont du même parti et ça semble déranger. Non, ça ne doit pas déranger parce qu'à partir du moment où le président de la République, le président de la République, c'est lui, c'est son pouvoir discrétionnaire. On ne peut pas dire que nous sommes dans un État et vouloir remettre en question le pouvoir discrétionnaire que la Constitution donne au président de la République. Comme c'est son pouvoir discrétionnaire. Comme c'est son pouvoir discrétionnaire. On ne peut pas dire que Monsieur le Président par galanterie. Non, il n'y a pas de vous avez mis la loi au séminaire. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de galanterie dans les lois. Il a dit que la loi est impersonnelle. Oui. Ça n'interdit pas. Mais il a choisi de nommer cela parce qu'il pense que, en toute objectivité, c'est ceux-là qui peuvent mieux conduire aux côtés des autres acteurs l'élection présidentielle pour qu'elle soit acceptée de l'intérieur et à l'international. Et d'ailleurs, même, quelqu'un l'a si bien dit. En 2018, je vous rappelle que le premier pays à féliciter le Cameroun, c'était les États-Unis. Parce que 7 jours durant, tous ceux qui ont pouvoir convaincre que rien ne se passe au Cameroun à travers les élections, en allant inciter certains prélats, ainsi de suite. On leur a dit à Mondo Vision, apportez les preuves de votre victoire. Mais ce n'était pas le cas. Donc il faut dire aux uns aux autres que le processus électoral, même s'il est perceptible, à 80%, 90%, les élections qui sortent, les résultats qui sortent sont des résultats crédibles et qui doivent être acceptés par tous. Mais on a des hommes politiques malhonnêtes qui savent très bien qu'ils n'ont pas eu 10%, mais qui vous disent qu'ils ont eu 100%. D'accord. Comment faire pour convaincre les Camerounais de ce que ces structures qui en sont au sein, les préfets, sous-préfets et les ressortissants membres d'un seul parti politique peut être crédible? Je vous prends le décret du 20 décembre dernier. Le chef de l'État nommait pour remplacer ceux qui sont décédés 2 membres au sein du conseil électoral. Vous avez Moutou Zé Jean-Bernard et Manga Charles qui sont d'une même partie du pays. Par exemple. C'est Nanga Charles ou bien... Oui, bon, voilà. C'est Nanga Charles. Nanga Charles. Nanga Charles. Et Moutou Zé Jean-Bernard. Jean-Bernard qui remplace deux personnes qui sont décédées. Non, il faut qu'on soit sérieux et profond. Je voudrais d'abord revenir
dans ce jet de Monseigneur Samuel Cléda. Les autorités, qu'elles soient traditionnelles, civiles, religieuses et autres, ont leur part à dire, ont leur mot à dire dans la gestion de la société. Mais maintenant, il y a, Jean-Jacques Zeu, et sur vos plateaux, je crois qu'il faut le dire fortement, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est incommunication, je ne sais pas comment je peux qualifier ça. Je ne comprends pas par quel cheveu Monseigneur Samuel Cléda ou ses communicateurs autres ont pu mettre le mot transition là dans son narratif. Je ne comprends pas, puisque quand même, on doit s'entourer des experts. On doit s'entourer des gens qui connaissent un peu. Quand vous mettez le mot transition, dans mon propos au début là, j'ai dit nous, s'il faut remettre ce code électoral en cause, là, je ne défends personne, hein, ça dit je veux être objectif. S'il faut le remettre en cause, il y a la temporalité qui va jouer sur nous. Hein? Il y a le contexte. Il y a beaucoup de choses qui vont... D'ailleurs, le politologue, il est revenu sur ces éléments. Mais alors, l'élément qui, en principe, qui jette Monseigneur Samuel Cléda, je l'appelle comme ça, moi aussi je suis catholique, mais j'ai mes libertés, vous les connaissez naturellement, qui le jette dans la boue, c'est le mot transition. Est-ce qu'il n'y a pas d'experts comme des politologues? La transition dans un système politique, c'est quoi? Comme si on est au Gabon. La transition actuellement, dans les pays où il y a transition maintenant, on peut caricaturons ça pour que les gens comprennent. C'est un pays failli. Hein? Attendez, caricaturons pour que les gens comprennent. Il y a processus de transition en Guinée-Conakry d'ailleurs où la population est en train de contester le délai de la transition. Les manifestations ont commencé là-bas. Il y a eu transition au Tchad. Il y a eu transition au Tchad. Au Mali, nous sommes encore dans un processus de transition. C'est-à-dire quoi? Il y a un pouvoir... Au Gabon, il y a transition. Il y a transition, voilà. Je veux juste qu'on caricature pour qu'on comprenne, parce que ça, ce n'est pas des choses qui sortent du sexe des anges. C'est-à-dire, il y a transition, pourquoi? Parce qu'un pouvoir était là, un autre est là, mais il n'est pas déjà définitif, et il faudrait qu'il y ait un qui est définitif. Pas légitime. Légitime. Bon, non, j'ai dit définitif, parce que transition, transiter, c'est-à-dire que vous partez, ça veut dire vous passez par là. C'est comme un pont. Oui, voilà. Donc, mais attendez, est-ce que nous sommes donc dans ce cas, voyons les téléspectateurs suivent, est-ce qu'au Cameroun, nous sommes dans ce cas-là, précis? Mais vous n'avez pas dit tout cela lorsque les ATP et autres se sont créés. Ces alliances pour la transition, ainsi de suite. Moi, j'ai dit de manière l'Assemblée nationale, non, vous avez senti. Jean-Jacques, je veux rester constructif. La transition voudrait dire que on destitue, c'est-à-dire, je vous prends le cas du Mali. On met fin à un pouvoir. Nous sommes dans un pays failli. Laisse même la faillite. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le président qui était au pouvoir est de côté. On le met de côté. Hein? Et une autre institution, un autre architecture se met en place pour construire le pouvoir. Je prends le cas du Mali. Ibrahim Boubacar Keïta a été mis en prison après les manifestations hautes. Ou alors, Monseigneur Samuel Cléda est en train de nous dire qu'il y a ces manifestations qui arrivent. Son propos est très dangereux sur le mot transitoire. Et ça dit que c'est très dangereux. C'est pour ça que quand on agit, quand on parle, quand on prend des discours, il faut avoir des experts qui encadrent ces discours et les interventions. D'accord. Le propos de Monseigneur Cléda. Je vais revenir sur mon souhait le plus cher pour l'élection présidentielle de 2025 est une transition pacifique. C'est vraiment pas d'élection, pas de transition. Merci. Je pense quand même que le clergé, ce n'est pas Monseigneur Cléda que nous ici sur ce plateau allons apprendre le mot transition. Ça, vraiment. Et puis, ce n'est pas le Monseigneur. On essaie de le contextualiser. Est-ce que dans le contexte camerounais, on pourrait parler de transition? Et puis, comme vous le disiez vous-même tout à l'heure, le mot transition, depuis quelques années au Cameroun, se fait de plus en plus entendre. Pas seulement par Monseigneur Cléda. Vous avez fait les illustrations tout à l'heure de l'ATP et autres. Vraiment, c'est une compréhension. Bon, c'est vrai, c'est un mot très complexe,
Mais chacun... Vous pensez que ce mot a sa place? Chacun, le Cameroun est en train d'aller vers une élection. Chacun, je dirais que chacun a sa compréhension relative à lui. Maintenant, pour revenir à l'ECAM, bon, je dirais aussi que c'est très curieux que le RDPC se contente du code électoral actuel, certainement parce que c'est à leur avantage. Parce que si la quasi-majorité des partis d'opposition décrit... Avec quel poids politique? Décrit ce code électoral, et qu'avec votre poids obèse, votre force, à vous seul, c'est donc pas si vous êtes dans les seuls qui est d'acteurs politiques dans ce processus électoral. Donc vous devrez quand même avoir, bien que vous avez le pouvoir, bien que vous exercez le pouvoir, écouter les autres. Et je réitère que tous les ans, les partis politiques, dernièrement, je pense qu'il y a moins d'un mois et demi, oui. Et l'ECAM, avec l'ECAM, il y a une concertation. A mené une concertation où là-bas, l'ECAM, ils ont toutes les propositions, les suggestions que les autres partis, et même comme le RDPC même, a eu à faire. Comme nous disons, dire que les élections présidentielles c'est dans 8 mois, c'est un peu trop, elle est trop dans la facilité, juste parce que bon, ils veulent se plaire à continuer, bien que en disant que bon, les autres... Vous pensez qu'il y a quelque chose qu'on pourrait encore faire à 8 mois de la présidentielle? 8 mois, il peut le faire, peut-être, il peut le faire. Le temps est encore suffisant, bien suffisant pour que le chef de l'État... Alors, ceux qui n'appartiennent pas à ceux qui sont à l'ECAM, c'est-à-dire lorsqu'ils viennent changer avec les partis politiques, ils ne se sont pas autonommés, mais dans le cadre des nominations, ceux qui semblent gêner une partie de l'opposition, c'est que ceux qui sont là, quand même, ont une carte du RDPC dans la poche. Ce que vous dites là, c'est l'une des choses qui est décriée par l'opposition. Mais comment est-ce qu'elle est comme... Il n'y a que les membres issus, soit du RDPC, soit de la préfectorale, qui ont des trajectoires professionnelles que nous connaissons et que nous décrions tous. Peut-être parfois parce qu'un sous-préfet ou un préfet avait, en telle année, je ne vais pas utiliser le mot, je ne sais pas, le mot torturer est trop fort, le peuple, pour que dans un département, il faut asservir ces peuples-là au bénéfice d'un parti politique, qu'on veuille le remercier à sa retraite. Il faut aussi qu'on cherche à remercier certaines personnes d'opposition, et même pas seulement d'opposition. Vous parlez de remercier ou bien appeler les gens à travailler? Non, mais moi je Vous disiez ça dans le sens des remerciements? Moi je pense que c'est les remerciements. Et comme donc ils sont dans... sachant qu'ils sont remerciés, ils font donc comme... Et le bail là, c'est très capital. Okay. Et ça fait partie des points que l'opposition a suggéré à l'ECAM. Il faudrait que quand vous êtes à l'ECAM, on vous dit non, vous avez 10 ans, vous avez 20 ans. Pendant les 20 ans, vous travaillez en toute indépendance. Vous ne pensez pas qu'à revenir, vous ne voulez pas flatter celui qui vous a nommé. C'est simple que ça. Mais c'est bien, ça arrange le RDPC. Pour eux, on peut mener à l'élection 30 fois avec le même code électoral, même si les autres pleurent pleurent d'écrire comme nous décrions là, ça les arrange. Tant qu'ils vont gagner les élections comme ils veulent pendant 50 fois. Monsieur Jean-Jacques Zé, quittons les amphis avec le mot transition. Il ne s'agit pas que d'un mot. Monseigneur parlait aux citoyens lambda. Dites aux communicants du RDPC que le code électoral au Cameroun n'est pas consensuel. Bonne émission. Simon, du côté de Kouaban, qu'on quitte les amphis, qu'on parle d'autre chose. Bonsoir le panel. La configuration actuelle de l'ECAM n'augure pas une élection crédible en 2025. C'est un instrument à la solde du RDPC et de son président. Les membres de l'ECAM devraient être issus des partis politiques de l'opposition pour garantir une crédibilité de cet organe. Est-ce qu'il s'agit d'être issu seulement ou aussi des partis Aussi, c'est le bon mot. Aussi, c'est le bon mot. Mais lui l'a dit, ils doivent être issus des partis politiques de l'opposition. Il ne faut pas déplacer le problème. Je viendrai avec le même problème. Oui, allez-y. Oui, je voulais, par rapport justement à ce mot de transition, parce qu'il faut le contextualiser. Parce que ce que Simon a dit n'est pas faux avec le panafricanisme, mais il faut le contextualiser. En sciences politiques, il faut bien le contextualiser parce que ça peut avoir deux compréhensions. La première compréhension, c'est justement ce que Simon Metiengelo, panafricaniste, ont dit. Mais la deuxième compréhension, ça signifie que on change tout le système politique, pas les hommes. Parce que Paul Biya a parlé de transition générationnelle dans un de ses discours. La transition générationnelle signifie qu'on maintient le même système politique, mais on change les hommes.
Or, la transition politique signifie que ce n'est pas l'homme le problème, c'est le système politique le problème. Dans le prélat. Le prélat a pris position. Exactement, c'est ce qu'il faut comprendre. Oui, c'est ce qu'il faut comprendre. Il est en train de dire qu'il faudrait que l'élection présidentielle de 2025 produise, que ce soit l'alternance ou la continuité, qu'il y ait un changement de système politique. Voilà simplement ce qu'il est en train de dire quand il utilise le mot de transition politique. Mais Stéphane, il aurait donc dû utiliser le mot alternative. Parce que, qui est plus juste. Parce que visiblement, il y a le mot transition qui est un mot qui ne sied pas au Cameroun. Quand on veut changer un système, c'est l'alternative. Quand on veut changer juste les hommes, on parle d'alternance. Mais tous ces deux éléments se passent par voie démocratique. Sauf que la transition peut se passer par voie antidémocratique. C'est de ça dont il est question. Et il faut, et c'est pour cela que moi j'en appelle les leaders d'opposition à respecter le Cameroun. À le respecter. Vraiment, il faut qu'on apprenne à respecter le Cameroun. On ne peut pas voir des gens. Et le ministre de l'administration territoriale a dénoncé cela. On a dit que non, on est en train de museler on dit quoi? On est en train de marcher sur les libertés d'association, ainsi de suite, parce que des gens ont créé des nébuleuses qui n'ont pas de statut juridique. Ils vous disent que non, c'est l'alliance des transitions, c'est pas quoi, ainsi de suite. Dans un pays où les institutions sont stables, où il y a un président démocratiquement élu, on parle de transition, c'est pas sérieux du tout. Et donc, nous pensons que ce pays, comme le président disait, nous tous on va partir. Les hommes vont partir, le pays va rester. Ce pays va rester parce que il est pour nous tous et nous devons le respecter. On n'aime pas, on aime, mais on doit le respecter. D'accord. Il y a des mots qu'on n'utilise pas en démocratie comme celui-là. Il faut dire aux citoyens que ces mots-là ne sied pas au Cameroun. Ils sied au pays où il y a eu des putsch et autres. Mais nous, en 2025, en octobre, nous irons aux élections et le peuple camerounais souverain met son destin et il est membre. Il va voter, va donc choisir soit la continuité, soit l'alternance, soit l'alternative. D'accord. Je précise à l'endroit des téléspectateurs qu'on a rendez-vous dimanche dans Libre Expression avec un décryptage de cette sortie de Monseigneur Cléda sur le chef de l'État lui-même. Il a répondu à une question de RFI par rapport aux appels au président Paul Biya. Il a estimé que c'est irréaliste. Dans tous les cas, on le verra dimanche dans Libre Expression. Bonsoir JGZ. Et au panel, le code électoral au Cameroun a été conçu pour un seul individu. Dès 1996, M. Biya et son entourage ont enfariné le peuple en donnant d'une main ce qu'il prendrait en 2008 avec beaucoup de morts sur le carreau, puisque le président s'est impopulaire, il faut avoir les unités de mesure, illégitimes, les unités de mesure, depuis toujours avec une gouvernance kleptomaniaque. Ouh, le français. Si Biya les amphis, nous l'avons toujours. Vous qui venez à les amphis, sur notre plateau, nous c'est la causerie du soir. C'est la causerie du soir. Si Biya était aimé, il suivrait au moins les directives de l'ECAM concernant les retouches sur le code. Un grand parti qui décide de toutes les règles du jeu et nomme tout seul les arbitres avec un ELECAM indépendant. On n'a pas forcément besoin de superviseurs dans tous les bureaux de vote et les résultats pourraient être codés le même jour. Pourquoi ne pas confier ELECAM à Monseigneur Cléda? Voilà. Ça, c'est une avec la position. Alors vous êtes d'accord? Oui, très d'accord. Qu'on confie ELECAM. Voilà. Peut-être pas. En tout cas, vous avez dit lui dit qu'il ne veut pas d'un candidat. D'accord. Notons qu'au Ghana, Rawlins aurait pu établir la constitution pour rester indéfiniment, mais il est parti d'abord de Ferrara du côté de l'Italie qui participe à ces échanges avec nous. Merci de ce côté-là. Dans tous les cas, l'élection, c'est dans quelques mois. Oui. Nous espérons que toutes les propositions, les suggestions que les partis politiques ont données dernièrement à ELECAM, je pense même que ELECAM, le MINAT était le MINAT de M. Tanganji était bien représenté, qu'ils pourront mettre en œuvre ces propositions-là et que le chef de l'État pourra promulguer. Maintenant,
je vais dire quelque chose sur ce que disait le président de RDPC tout à l'heure concernant les alliances, dont le ministre Atangandi décriait tout dernièrement l'illégalité. L'illégalité. Est-ce que c'est parce que le ministre avait dit que c'est illégal que les alliances ne se font pas? Les alliances se font, les présidents de partis que nous sommes, on se réunit sur nos plateformes et très régulièrement. Vous êtes membre de l'ATP? Oui, c'est vous qui parlez de transition? Oui, je suis membre de l'ATP, je suis même aussi très proche. Vous êtes battu pour défendre Cléda, le mot transition. Oui, je suis aussi membre de l'APC, très proche de l'APC, de l'honorable Nietzsche. Ça veut dire que je suis bien en place de vous dire que M. Cléda prend des positions. Les plateformes se multiplient. Il y en a, je pense environ 7 actuellement, que les présidents de partis politiques. Vous en voulez encore? Que les plateformes se multiplient? En fait, moi je suis pour... Ce n'est pas une diversion? Vous ne perdez pas le temps alors qu'il faut préparer l'élection? Je suis pour la mutualisation des forces. D'accord. Tout à l'heure, le monsieur de RDP se moquait de nous, qu'il y a certains endroits, parce que nous n'avons pas les forces comme eux, de pouvoir être représentés dans tous les bureaux de vote. Si les partis politiques peuvent se mutualiser pour être présents. Cette erreur-là, vous dites que l'élection c'est vous qui avez... Voilà, monsieur, merci. On est pris par le temps. Merci beaucoup d'être venu. Je donne rapidement lecture de ce communiqué. Le sénateur de la région de l'extrême nord, l'honorable Malumbra, a l'honneur d'inviter les personnes ci-après désignées à bien vouloir prendre part à la séance de restitution des activités de la session parlementaire du mois de novembre 2024, lundi 30 décembre 2024, à partir de 9h à la salle des actes de la commune de Kolofata. Ils sont concernés, monsieur le maire de la commune de Kolofata, messieurs les conseillers régionaux de l'arrondissement de Kolofata, mesdames et messieurs les conseillers municipaux de la commune de Kolofata, les membres et chargés de mission de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour le maillot Sava, les présidents des sections RDPC, OFRDPC, OGRDPC du maillot Sava Ouest, les chefs de canton de Kolofata et de Kerawa, le président du comité de développement de l'arrondissement de Kolofata, les cadres technico-administratifs de la commune de Kolofata. Compte tenu de l'importance de cette rencontre, le sénateur Malumbra compte sur la présence effective de tous. La rencontre a lieu le lundi 30 décembre 2024 à partir de 9h à la salle des actes de la commune de Kolofata. On salue les populations de Kolofata. Monsieur, on vous dit merci d'être venu. Nous, on a rendez-vous avec nos téléspectateurs dimanche à partir de 11h30 dans le cadre de Libre Expression avec un accent particulier sur la dernière sortie de Monseigneur Samuel Cléda. Passez une très bonne soirée sur Info.